Pendant quelques années, j'ai essayé de faire du ramassage dans ma région pour gagner ma vie. Et étonnamment, je me suis bien débrouillée. La ferraille était abondante dans ma ville. Et les gens me proposaient même de me payer pour enlever leur appareil cassé, comme les machines à laver et les fours, que j'emmenais ensuite à la ferraille pour me faire un peu d'argent. Aujourd'hui, une grande partie de mes contacts proviennent des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook Marketplace et la plupart du temps, tout se passait bien. Mais de temps en temps, je recevais une proposition louche à laquelle je devais réfléchir à 2 fois. Je n'oublierai jamais la fois où l'on m'a envoyé un message sur Facebook pour récupérer une tondeuse à gazon en panne et un abri de jardin démoli dans une propriété située à environ 1 heure de chez moi. C'était en septembre 2017 et d'habitude, je ne ramassais pas de déchets après la tombée de la nuit parce que la décharge était généralement fermée à ce moment-là. Mais il semblait que ce type avait beaucoup de choses à me proposer à ramasser. Et il a prétendu ne pouvoir me rencontrer qu'après son retour du travail vers 18 h. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Que peut-il arriver? Le jour où je devais le rencontrer est arrivé et je lui ai envoyé un message pour confirmer que tout était toujours bon. Et une fois que j'ai eu le feu vert, j'ai sauté dans la camionnette et je me suis mis en route vers la maison de l'homme. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Le trajet n'a duré qu'environ 45 minutes. Mais lorsque j'ai pris la petite route à une voie où vivait l'homme, le soleil s'était déjà couché. La route était entourée de bois épais de chaque côté et il s'est avéré que la maison de l'homme était la seule sur toute la route. Après avoir roulé un peu sur la route à une voie, j'ai aperçu une boîte aux lettres cabossée qui portait le numéro 43, ce qui m'a fait savoir que j'avais atteint ma destination. Je me suis lentement garée dans l'allée et la première chose que j'ai remarquée, c'est le jardin totalement envahi par la végétation. À voir ça, la tondeuse à gazon devait être en panne depuis un certain temps. En me rapprochant de la maison, j'ai vu à la faible lumière qui brillait à travers la fenêtre que le propriétaire était à la maison. J'ai garé mon camion et avant de pouvoir prendre mon téléphone pour envoyer un message à l'homme, j'ai vu quelqu'un sortir par la porte d'entrée. Il ressemblait à l'homme que j'étais venue voir. J'ai fermé ma camionnette et je suis descendue. Dès que mon pied a touché la chaussée, j'ai littéralement paniqué lorsque j'ai entendu aboyer ce qui semblait être un très gros chien. L'homme a descendu les escaliers et a affirmé que je n'avais pas à m'inquiéter et que le chien était à l'intérieur. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de tressaillir à chaque pas que je faisais, me demandant si je me ferais agresser. Je me suis efforcée de suivre l'homme, tout en commençant à rassembler toute la ferraille qu'il avait pour moi. Mais à mi-chemin, de mes allers-retours sur le terrain à mon camion, j'ai eu l'impression d'entendre un enfant qui criait sous le bruit des aboiements. J'ai essayé de rester calme pendant que je disais au revoir à l'homme. Et dès que j'ai pris la route, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma femme pour lui dire ce qui venait de se passer. Elle était préoccupée de ce que j'avais entendu et m'a dit que je devais appeler la police. Et je suis heureux de l'avoir fait. J'ai informé l'officier que j'avais entendu un enfant qui pleurait et ce qui semblait être un animal agressif à l'intérieur d'une maison délabrée. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un petit enfant qui n'était pas au propriétaire. Il s'agissait d'un enfant disparu à 2 états d'ici depuis plus de 3 semaines. À ce moment-là, il n'y avait apparemment pas de chien sur le site et la police a pensé que l'homme utilisait l'enregistrement d'un chien qui aboyait qui était diffusé sur des haut-parleurs pour essayer de couvrir l'enfant qui criait à l'aide. Lorsque l'affaire est passée en justice devant le tribunal, il s'est avéré que la seule raison pour laquelle il a dû enlever la ferraille était que son propriétaire allait l'expulser s'il ne l'enlevait pas. Bon, ça s'est passé quand j'avais 16 ans. Et à cause de ce qui s'est passé, je n'utiliserai plus jamais les réseaux sociaux. La fin de l'année scolaire approchait, ce qui signifiait que nous serions libres tout l'été dans quelques semaines. Cela signifiait également que les enseignants dans la classe avaient du temps libre et qu'ils donnaient rarement des devoirs. Quoi qu'il en soit, j'étais en classe, bavardant avec mes amis, car notre professeur nous laissait du temps libre. Nous parlions de tous les trucs de filles dont parlent les filles au lycée, de ce que nous allions faire durant l'été, de l'université, des jobs, de voitures et même de l'obtention des diplômes. Alors qu'une de mes amies racontait que son patron venait juste de la licencier, j'ai reçu une notification de Facebook sur mon téléphone. Un nom d'utilisateur que je n'avais jamais vu auparavant m'a envoyé une demande d'amitié. Je vais être le plus clair possible. Recevoir des demandes d'amis de la plupart d'utilisateurs inconnus n'est pas une grande surprise pour moi. Ce que je ferais si je connaissais la personne, c'est que j'accepterais sa demande. Là, je ne savais pas qui était cette personne, alors je l'ai refusée. C'est alors que j'ai reçu une autre notification sur mon téléphone de la part de Facebook. Il s'agissait du même nom d'utilisateur et il m'a envoyé un message direct. Il disait quelque chose du genre « Hey, t'es vraiment jolie, voudrais-tu discuter avec moi ?» Je lui ai répondu en lui disant que je ne savais pas qui il était et je me suis excusée.
Il ne faut pas oublier que ce type avait l'air d'avoir environ 40 ans et que à cette époque, j'avais 18 ans. Donc ça commençait à devenir très flippant. Mes amis ont fini par vouloir voir ce que je faisais et je leur ai montré le chat. 2 de mes amis s'en fichaient carrément et l'autre m'a dit simplement de le bloquer. J'ai pensé que le bloquer ne serait pas la bonne chose à faire à ce moment-là. Alors je m'en suis abstenue. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai reçu une autre notification sur mon téléphone de la part du même type. Il disait que nous allions apprendre à nous connaître et que nous allions commencer une relation romantique. À ce stade, j'étais plus qu'effrayée et je l'ai bloqué et j'ai pensé que c'était fini. Je dirais environ 10 minutes plus tard, j'ai reçu un autre message de Facebook, mais avec un nom d'utilisateur différent. Il a dit « Pourquoi m'as-tu bloqué ? Je veux apprendre à te connaître. » Je lui ai dit de me laisser tranquille et qu'il était bien trop vieux pour moi. Et que s'il ne m'arrêtait pas, j'appellerais la police et le dénoncerais. Il a alors commencé à proférer des injures et à faire des menaces et m'a dit qu'il me trouverait et me tuerait. Je l'ai bloqué tout de suite, une fois de plus, et j'ai appelé les flics. Mais bien sûr, ils n'ont rien pu faire, puisqu'il n'a pas vraiment commis de crime. Je trouve que c'est de la foutaise, mais peu importe. Son compte a également été supprimé, et même si la police l'a retrouvé, je ne me souviens plus de son nom d'utilisateur. Après environ une semaine, j'avais oublié ce qui s'était passé. Je voulais juste obtenir mon diplôme de fin d'études secondaires et en finir. Et quelques jours plus tard, j'étais seule dans ma chambre sur mon ordinateur quand j'ai entendu mes chiens aboyer pour quelque chose. Je suis allée voir pourquoi ils aboyaient. Et ils aboyaient contre quelque chose à l'extérieur de la baie vitrée coulissante, mais je pouvais rien voir parce qu'il faisait noir dehors. J'ai regardé mieux et j'ai vu quelqu'un dans notre jardin regardant droit vers moi. Il est parti en courant et je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai aucune idée de si cette personne était bien la personne sur Facebook, mais je crois que ce devait être lui. J'ai longtemps cherché une figurine Funko Pop spécifique d'une série limitée de Marvel qui venait juste de sortir. Je l'ai colletionnée depuis que j'étais avec mon ex-petite amie qui m'a fait découvrir les bandes dessinées et même si nous avons eu une rupture assez désagréable, j'ai voulu compléter ma collection. Et j'ai continué à aimer tout ce qui est Marvel et DC. Bon, après environ 3 ans de recherche de la dernière pop dont j'avais besoin pour ma collection, j'ai vu que quelqu'un qui s'appelait Aaron l'avait mise en vente sur Facebook Marketplace. Après avoir échangé quelques messages, nous avons convenu d'une heure pour se rencontrer, qui s'est avérée être vers 20h le lendemain soir. Nous avons convenu de nous retrouver au centre commercial, parce que Aaron a dit qu'il devait acheter des vêtements et que moi, je devais aller chercher mon jeune frère à son travail au stand de bretzel, donc ça pouvait coller. Le moment venu, je me suis garée sur le parking du centre commercial, à l'entrée la plus proche de l'immeuble de J.C. Penney, où nous avions convenu de nous rencontrer. Et avant même de trouver une place de parking vide, j'ai reconnu la voiture de mon ex. James adorait sa Miata rouge, et nous avions pris tellement de photos d'elle que je pouvais la reconnaître à coup sûr. J'ai décidé de ne pas m'occuper de lui. Alors, j'ai continué jusqu'au parking du cinéma, et j'ai envoyé un message à Aaron pour lui dire que j'étais là-bas. Cependant, à peu près 2 minutes après avoir envoyé le message, j'ai remarqué qu'Aaron l'avait vu, mais qu'il n'avait pas répondu. Et avant que j'ai pu lui envoyer un autre message pour m'assurer qu'il l'avait bien reçu, j'ai vu James dans mon rétroviseur, marchant vers ma voiture. J'ai été contente que la voiture soit verrouillée parce qu'il a essayé d'ouvrir la porte. Quand il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à l'ouvrir, il a commencé à crier par la vitre en me demandant de l'écouter. Je l'ai ignoré et j'ai pris mon téléphone pour envoyer un message à Aaron et à mon frère pour leur dire ce qui se passait. Mais quand il a vu le prénom d'Aaron sur mon téléphone, James a dit quelque chose qui m'a surpris. Il ne viendra pas, tu sais. Je l'ai regardé, confuse, en me demandant pourquoi il disait une chose pareille. C'est alors que j'ai compris qu'en fait, c'était James qui avait créé le compte et l'annonce sur Marketplace, parce que je ne voulais rien savoir de lui. J'ai tout de suite commencé à paniquer et j'ai envoyé des textos à mon frère pour lui dire que j'allais le retrouver sur un autre parking. Il n'était pas question que je sorte de la voiture à ce moment-là. Mais plus j'ignorais James pour envoyer des textos à mon frère, et plus il se mettait en colère. Et puis, il s'est tellement énervé qu'il a commencé à frapper ma vitre pour attirer mon attention. J'ai démarré ma voiture et alors que je mettais la marche arrière, James a frappé, donné des coups de poing et j'ai hurlé quand il a commencé à essayer de briser ma vitre et à me crier de m'arrêter. Il n'arrêtait pas de crier. « Je veux juste parler, je veux juste parler !» Mais je ne l'avais jamais vu aussi en colère. J'ai déboîté aussi vite que j'ai pu, craignant pour ma vie. Et j'ai commencé à rouler autour du centre commercial en me demandant comment je pourrais chercher mon frère en toute sécurité. J'avais peur que James me suive. Finalement, mon frère m'a répondu par SMS et m'a dit qu'il se tenait à l'extérieur de l'entrée sur le côté du centre commercial et que je pouvais passer le prendre. J'ai aimé ce plan car je n'avais pas besoin de me garer. J'ai cherché mon frère et nous sommes rentrés à la maison en voiture. Tout le temps, j'étais paranoïaque, me demandant si James allait me suivre. Heureusement, aucun signe de lui après être rentré à la maison.
Mon père a fini par envoyer un message à ses parents pour leur dire que s'ils s'approchaient à nouveau de moi, nous déposerions plainte pour obtenir une ordonnance de protection. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Mais je n'oublierai jamais l'expression de son visage lorsqu'il a essayé de briser ma vitre pour m'atteindre. Je venais juste d'acheter une nouvelle voiture après avoir économisé assez d'argent. Et comme mon allée manquait de place, j'ai décidé de vendre la Hyundai que je conduisais habituellement. J'ai essayé de demander autour de moi si l'un de mes amis ou des membres de ma famille aurait besoin d'une voiture. Mais comme personne ne me proposait de l'acheter, j'ai décidé de la mettre en vente sur Facebook Marketplace. C'était une Sonata 2003 avec 140 000 km au compteur et d'après les autres annonces sur le site, je l'ai mise en vente pour 4 000 $, ou autrement dit, pour la meilleure offre. J'ai été un peu surpris du temps qu'il a fallu avant que quelqu'un ne m'envoie un message pour la voiture. Mais après environ 2 semaines, j'ai enfin eu une bonne offre. J'ai dû baisser le prix de vente à 3 400 $. Mais quand le gars m'a proposé de me payer en espèces, j'ai décidé d'accepter plutôt que d'attendre une meilleure offre. D'après Facebook, le prénom de l'homme était Lucas. Et après en avoir discuté, il m'a demandé si je pouvais le rencontrer dans un garage, dont il était probablement le propriétaire. Il a affirmé ne pas avoir de véhicule en état de marche actuellement et il espérait que je pourrais lui laisser la voiture sans trop de soucis. J'ai vérifié la distance qui séparait le garage de ma maison et j'ai demandé à mon ami s'il pouvait me suivre dans sa voiture et me ramener à la maison après la vente. Mon pote Jérémy m'a dit pas de problème et le moment venu, j'ai roulé jusqu'à la maison de Jérémy pour qu'il puisse me suivre jusqu'au garage. C'était principalement de l'autoroute pendant les 15 premières minutes du trajet jusqu'au garage. Puis nous avons pris les routes secondaires pendant 5 autres minutes avant que le GPS m'indique que j'étais arrivée à destination. J'étais arrivée au garage, mais dans mon champ de vision derrière moi, il n'y avait aucun signe de Jérémy. Je me suis dit que j'avais dû le perdre au feu ou quelque chose de ce genre, mais comme j'avais mis l'adresse dans son téléphone, je me suis dit qu'il serait bientôt là. J'avais prévu d'attendre dans la voiture jusqu'à ce qu'il arrive, mais avant que je puisse envoyer un message à Lucas pour l'informer de ce qui se passait, j'ai vu 3 hommes sortir du garage. J'ai regardé pour voir si l'un d'eux correspondait au profil de Lucas, mais apparemment, il n'était pas là. J'espérais qu'ils marchaient par hasard dans la direction de ma voiture et qu'ils allaient juste passer à côté de moi. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Comme les 3 hommes se rapprochaient de ma voiture, j'ai pu constater qu'ils se dirigeaient droit sur moi. Et j'ai souri et hoché la tête en pensant que peut-être ils voulaient juste savoir qui j'étais et pourquoi j'étais là. Mais avant même que j'ai pu baisser ma vitre, l'homme le plus proche de moi a sorti un pistolet de sa ceinture et l'a pointé dans ma direction. Mes mains ont instinctivement quitté le volant et se sont levées en l'air alors que j'espérais et priais pour qu'il n'appuie pas sur la gâchette. Ces 2 amis se sont approchés de ma porte et l'ont ouverte sans difficulté, car je n'ai pas eu la chance de la verrouiller et avant de m'en rendre compte, j'étais déjà à terre. J'ai essayé de ne pas faire de mouvements brusques pendant que les hommes montaient dans ma voiture et dans la seconde qui a suivi, ils se sont éloignés. Tout s'est passé en moins d'1 minute et j'étais en état de choc absolu. D'un côté, j'étais content d'être en vie, mais de l'autre côté, j'étais encore très troublée de ce qui venait de m'arriver. Je me suis levée et j'ai regardé la route pour voir si Jérémy m'avait retrouvée. Mais il n'y avait aucun signe de sa voiture. J'ai marché jusqu'au garage et j'ai regardé à l'intérieur. Et c'est là que j'ai réalisé que je m'étais fait avoir depuis le début. À travers une fenêtre, j'ai pu voir que le garage avait l'air abandonné depuis Dieu sait quand. Et avant même de le vérifier sur mon téléphone, j'ai su que Lucas avait utilisé un faux profil. J'ai ouvert Facebook et j'ai essayé de trouver son profil, juste pour constater que son compte avait été supprimé, alors qu'il était actif juste avant que j'arrive au garage. J'ai appelé la police en attendant l'arrivée de Jérémy et j'ai signalé le vol de la voiture. Jérémy a fini par arriver et nous sommes partis aussi vite qu'on a pu. De temps en temps, je me demande ce qu'il est advenu de cette voiture, mais d'après ce que je sais, la police ne l'a jamais retrouvée. Tout ce que je sais, c'est que je n'utiliserai plus jamais Facebook pour vendre quelque chose comme ça à nouveau. Je m'appelle Jamie. Il y a quelques années, plusieurs choses étranges se sont passées. Tout a commencé avec Facebook. Un jour, je me suis connectée à mon compte et j'ai trouvé un nouveau message de quelqu'un. J'utilisais Facebook assez régulièrement à l'époque et je l'avais depuis des années. Durant tout le temps où j'avais Facebook, j'ai reçu des centaines de demandes d'amis. Je ne connaissais certainement pas beaucoup de personnes dans ma liste d'amis. Je devais recevoir environ 5 à 10 demandes d'amis par semaine en moyenne et la plupart du temps, je les acceptais tout simplement. Le message que j'avais reçu semblait être un spam. Il contenait plusieurs liens et ces liens étaient vraiment longs. Il n'y avait pas de texte pour accompagner les liens et je ne les ai pas ouverts. Le message a été envoyé par un type sans photo de profil. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un compte de spam, dont j'avais dû accidentellement accepter une demande d'amis de sa part par le passé. J'ai supprimé la conversation et j'ai retiré le type de ma liste d'amis, mais le lendemain, j'ai reçu un message similaire. Il venait d'un autre utilisateur. Cette fois, l'utilisateur avait une photo de profil, mais elle était générique. Je pense que c'était le logo d'une équipe sportive.
Celui-là a également envoyé des liens hasardeux. Maintenant, je soupçonnais une sorte de piratage de Facebook dès que des messages de spam étaient envoyés. Je les ai supprimés et j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Le lendemain, j'ai reçu des messages de spam provenant de plusieurs comptes. Je me demandais ce qui se passait. Le jour suivant, les choses sont devenues encore plus étranges et ont pris une tournure effrayante. J'ai vu que j'avais reçu une demande d'amis. Et quand j'ai regardé, le nom d'utilisateur était Jamie Smith Suk. Jamie Smith est en fait mon vrai nom. Et j'ai reçu une demande d'amitié de quelqu'un dont le nom d'utilisateur était Jamie Smith est un idiot. J'ai cliqué sur ces profils et ils avaient l'air d'avoir été créés par quelqu'un juste pour m'embêter. Je ne savais pas qui ni pourquoi. J'ai naturellement décliné ces ridicules demandes d'amis et j'ai décidé de ne pas retourner sur Facebook pendant quelques jours. J'ai supprimé l'application de mon téléphone et je ne suis pas allée sur mon ordinateur portable non plus. Mais je n'ai pas pu échapper à ces choses étranges. 1 ou 2 jours plus tard, tout s'est bien passé. Mais ensuite, une nuit, vers minuit, on a frappé à ma porte d'entrée. Je vivais seule dans un appartement et je suis allée à ma porte en me demandant qui cela pouvait bien être à une heure aussi tardive. Il n'y avait personne quand j'ai ouvert. Le lendemain, cela s'est reproduit. On a frappé à ma porte, mais il n'y avait personne quand j'ai regardé dehors. Le jour suivant, lorsque j'ai quitté mon domicile, il y avait une photo par terre juste devant ma porte. C'était ma photo de profil de Facebook et on aurait dit que quelqu'un l'avait imprimée sur un morceau de papier. Cela commençait vraiment à m'inquiéter, mais je n'avais aucune idée de ce que j'aurais pu faire. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était le lendemain. Il était 11 h du soir et j'étais chez moi dans mon appartement. On a encore frappé à ma porte d'entrée. Tout de suite après, j'ai entendu que l'on tournait la poignée de porte. Heureusement, la porte était verrouillée. Je suis allée regarder dehors et il n'y avait à nouveau personne. J'ai ouvert la porte et sur le sol, il y avait au moins 100 morceaux de papier avec ma photo de profil imprimée dessus. Ils étaient tous empilés. Je les ai tous ramassés et je suis allée à la police le lendemain. Je leur ai tout raconté et j'ai fait un signalement. C'est tout ce que je pouvais faire. Mais étonnamment, après que je sois allée à la police, tout s'est arrêté. On ne frappait plus à ma porte. Il n'y avait plus rien laissé à l'extérieur et plus de messages Facebook bizarres ou de demandes d'amis. Je ne sais toujours pas qui m'a fait ça. Ça s'est passé il y a plusieurs années, en 2013. J'utilisais Facebook assez souvent à l'époque, mais je ne l'utilise plus tous les jours aujourd'hui. J'utilisais l'application Facebook sur mon téléphone et j'avais aussi Messenger. Je discutais avec beaucoup de mes amis de cette façon. Et quand ça s'est passé, j'avais environ 19 ans. J'avais sans doute plus de 500 amis sur Facebook, ce qui est beaucoup, mais j'ai vu des comptes avec des milliers d'amis. En tout cas, j'ai reçu une demande d'amis de la part d'une fille qui s'appelait Véronica. J'ai vu que nous avions environ 5 amis en commun et d'après sa photo, elle avait l'air sympa. J'ai regardé son profil, mais il n'y avait pas grand-chose. Juste son âge, 19 ans également, et 2 photos. Et j'ai vu qu'elle avait près de 200 amis. Après avoir parcouru sa page, je ne savais en fait pas plus qui elle était vraiment. Mais j'ai accepté la demande d'amis. Nos amis en commun étaient allés avec moi au lycée, mais je ne les connaissais pas plus que d'autres avec qui je ne suis pas allée au lycée, mais qui vivaient dans le même quartier que moi. Peu de temps après avoir accepté sa demande, elle m'a envoyé un message, je suis allée sur Messenger et j'ai commencé à discuter avec elle. Elle était vraiment sympa et on a bien accroché. On a parlé pendant une semaine avant de décider de nous rencontrer. Je savais qu'elle habitait le quartier, mais je ne savais pas où exactement. Véronica a suggéré de nous rencontrer au supermarché du coin, qui était un centre commercial très populaire à environ 10 minutes de ma maison. Nous avons décidé de nous rencontrer ce samedi à 11 h. Entre-temps, nous avons continué de nous parler comme d'habitude. Quand le samedi est arrivé, j'ai roulé jusqu'au centre commercial et je suis entrée dans le centre commercial. Il y avait beaucoup de monde car c'était le week-end. J'avais prévenu Véronica de mon départ et je pensais qu'elle serait arrivée en même temps que moi. Quand je suis arrivée à l'intérieur, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais là. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a cessé de me répondre. D'abord, elle m'a dit qu'elle était dans un magasin et qu'elle me cherchait. Mais après, je lui ai dit que j'étais là, mais elle n'est pas venue. J'étais dans l'aire de restauration à peu près depuis 10 minutes et je n'ai vu aucun signe d'elle. Je l'ai contactée à nouveau, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai quand même remarqué qu'elle avait vu mon message, mais elle n'est pas apparue pendant 5 autres minutes. J'ai donc décidé de parcourir le magasin. Je me suis dit que le réseau de son téléphone était peut-être mauvais ou quelque chose de genre, ou qu'elle avait mis son téléphone dans sa poche alors que notre conversation était encore ouverte. Je me disais tout ça, mais j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Le centre commercial était assez grand, pas comme le Mall of America ou d'autres du même genre, mais il était d'une taille conséquente et il avait 2 niveaux. Et il y avait aussi beaucoup de monde, donc ce serait difficile, mais pas impossible de retrouver quelqu'un. À un moment donné, lorsque j'ai regardé autour de moi, j'ai remarqué un gars qui semblait m'observer de loin. Quand je me suis promenée dans le centre commercial, j'ai revu le type marchant derrière moi. J'ai tourné en rond environ 20 minutes. Je voulais vraiment rencontrer Véronica, mais plus je marchais, plus je me demandais si elle était vraiment ici.
Puis finalement, j'ai senti mon téléphone vibrer. J'ai regardé, Véronica m'avait envoyé un message. Elle disait « Viens à l'entrée près de l'aire de restauration ». C'était la première zone où j'étais allée. Et je lui avais dit que j'y étais, mais je suis retournée là-bas. Ce qui m'a pris 2 ou 3 minutes. Lorsque je suis arrivée, j'ai regardé autour de moi. Il y avait encore beaucoup de monde, mais je n'ai pas vu Véronica. J'étais à bonne distance des portes d'entrée et j'ai commencé à m'en approcher. Et c'est alors que j'ai remarqué que le même gars que j'avais déjà vu plusieurs fois était encore là, juste à côté de l'entrée et regardait autour de lui. Et quand nos regards se sont croisés un bref instant, il est passé derrière l'une des portes. J'ai commencé à me méfier et j'ai décidé de partir. Mais j'ai décidé de sortir par une autre porte que celle de l'entrée. J'ai marché dans la direction opposée. J'ai alors remarqué que l'homme s'était mis à me suivre dans l'aire de restauration. J'ai accéléré le pas et j'ai tourné au coin vers un autre hall. Je marchais vite pour me rendre vers la sortie. Je n'ai pas vu l'homme derrière moi lorsque je suis arrivée. Une fois à l'extérieur, j'ai fait le tour du centre commercial jusqu'au parking où je m'étais garée. Puis je suis rentrée chez moi. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai regardé et j'ai vu que j'avais un message de Véronica. Le message disait « Pourquoi tu n'es pas venue à l'entrée de l'aire de restauration comme je te l'avais demandé? Pourquoi tu es partie ?» À ce moment-là, j'ai su que Véronica n'existait probablement pas et que c'était le type que j'avais vu qui gérait le compte. Je lui ai demandé de m'envoyer une photo d'elle tout de suite. Là, elle m'a bloquée, ce qui a confirmé mes soupçons. J'étais déçue, bien sûr, mais j'étais aussi soulagée de n'être pas devenue une victime d'autre chose que de m'être fait berner. À partir de ce moment-là, j'ai été beaucoup plus prudent quand je parlais en ligne avec quelqu'un. Il y a quelque temps, j'ai vu une annonce sur Facebook Marketplace d'une femme qui affirmait donner gratuitement des gerbilles, apparemment à un couple mâle-femelle qu'elle possédait. Elle avait eu une énorme portée de petites gerbilles et ils étaient beaucoup trop nombreux pour qu'elle puisse s'en occuper. Elle voulait les donner à des foyers aimants. L'annonce n'incluait pas le sinistre petit fait que la mère gerbille mangerait probablement ses bébés si elle pensait ne pas pouvoir s'en occuper. Mais je me suis dit que j'allais prendre contact avec elle. La femme s'est avérée être une veuve qui avait surtout acheté des gerbilles pour lui tenir compagnie. J'ai trouvé assez original qu'elle n'ait pas plutôt pris un chat ou un chien si la solution était le problème. Mais bon, après, chacun ses goûts. Je ne suis pas du genre à juger. Et elle avait l'air si gentille quand je l'ai appelée pour convenir d'une date et d'une heure pour chercher 2 des gerbilles. Pas besoin de dire que je ne m'attendais pas à ce qu'elle vive dans de telles conditions. Parce que quand nous sommes allés chez elle, moi et mon père, avec la petite cage remplie de paille pour amener les gerbilles à la maison, l'échange a pris une plus mauvaise tournure. Alors nous avons toqué à la porte de la dame aux gerbilles. Il n'y a d'abord pas eu de réponse, puis quand elle a enfin ouvert la porte, nous avons vu qu'elle était dans un piteux état. Un de ses yeux était gonflé et injecté de sang avec une substance visqueuse jaune vraiment dégoûtante dans le coin de l'œil. Mais nous sommes restés polis et avons fait semblant de ne rien voir. La dernière chose que papa et moi voulions faire était de l'offenser ou de troubler la dame en faisant remarquer ce qui était à l'évidence un problème médical. Mais quand elle nous a invités à rentrer chez elle, nous avons compris pourquoi elle était malade. D'abord, sa petite maison empestait la pire puanteur qu'il ait jamais effleuré mes narines. Et il y avait des gerbilles partout. Et quand je dis partout, c'est bien partout. Et tout comme leur propriétaire, ils n'étaient pas en bonne forme. Rien que les gerbilles qui grimpaient partout dans la cuisine, j'ai pu voir que beaucoup n'avaient plus de fourrure et avaient des plaques ou avaient des excroissances douloureuses autour de leurs pattes ou sur leur dos. Puis, quand elle nous a invités dans le salon avec la télé pour boire une tasse de thé, nous avons vu que c'était encore pire là-dedans. Nous avons dû inventer une excuse pour expliquer que nous ne pouvions pas rester longtemps, après que mon père et moi nous sommes lancés un regard télépathique qui voulait dire un énorme non. Et avec la quantité de crottes de gerbille qui encrassaient chaque petit recoin et chaque plainte, il n'était pas étonnant qu'elle ait eu une sorte d'infection. Et lorsque j'ai aperçu un petit squelette de rongeur derrière l'un de ses rideaux, je suis rentrée en mode improvisation pour nous sortir de là. J'ai demandé à mon père de me rappeler le nom d'une pièce importante de l'habitat des gerbilles que nous n'avions pas encore acheté au magasin, en lui faisant un clin d'œil qu'il m'a rendu en disant « Ah, nous ne pouvons sans doute pas ramener les gerbilles à la maison sans insérer le nom du truc en question. Nous allons vous rappeler dans quelques jours. » Je me souviens que nous étions tous les deux assis dans la voiture, choqués de ce que nous venions de voir. Que quelqu'un puisse vivre comme ça, c'était déprimant et me terrifiait. Elle n'avait manifestement personne pour venir regarder si elle allait bien, et tous ceux qui pensaient que c'était normal de tenir une maison comme celle-là devaient avoir perdu la boule. C'était nul d'avoir à prendre une décision comme celle que nous avons prise. Je me suis sentie comme un lâche, mais nous devions appeler la Société protectrice des animaux pour son bien avant tout.
Le représentant de la SPA a répondu disant qu'ils allaient faire une enquête et qu'ils nous tiendraient au courant de ce que ça allait donner. Et ils nous ont recontactés en nous remerciant pour l'information. Non seulement la dame au gerbier était maintenant prise en charge et aidée par une association caritative locale pour son grand âge, mais sa maison était nettement plus propre et plus sûre après qu'ils avaient sorti près d'une centaine de gerbilles de sa propriété. Ils ont dit que la situation était si mauvaise que c'était la seule façon d'empêcher l'infestation de se propager et de contaminer les chats du voisinage. Je me souviens avoir vu un groupe d'animaux errants dehors, mais j'ai pensé que c'était parce qu'elle aimait les animaux qu'elle les nourrissait et les soignait régulièrement. Il s'est avéré qu'elle leur donnait des friandises, mais pas comme elle l'aurait souhaité. Le plus effrayant dans tout ça, c'est que de l'extérieur de sa maison, on n'aurait jamais deviné la vision d'horreur qui vous attendait à l'intérieur. Et tout cela me fait juste penser que nous ne savons jamais ce qui se passe vraiment derrière les portes closes, même celles des plus proches d'entre nous. Derrière la façade de la normalité, nous n'avons aucune idée de ce que nos amis et nos voisins sont en train de faire ou des conditions cauchemardesques dans lesquelles ils vivent. Je sais pas si vous allez trouver ça effrayant, mais c'était vraiment effrayant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'est passé en 2020, au moment où la pandémie était à son apogée. Plus précisément en décembre. Je viens d'avoir 18 ans et je suis une femme. En raison des restrictions liées à l'organisation de petites fêtes, ou leur annulation durant les vacances, mes parents et moi avons décidé de faire un défilé de voitures. Je n'ai invité que mes amis les plus proches. C'était pas grand-chose. Mon anniversaire a eu lieu la veille de la parade. J'ai donc posté un selfie sur ma story Snapchat. Je le fais rarement maintenant, parce que Snapchat est un peu inutile de nos jours, et j'ai reçu de nombreux vœux d'anniversaire de la part d'amis et de connaissances. J'ai donc passé un très bon anniversaire. Le lendemain, je me suis réveillée le matin, et nous préparions le repas pour le défilé de voitures. Au lieu de servir les invités chez nous, nous avons décidé de préparer la nourriture, puis de la mettre dans les boîtes en polystyrène et de la distribuer. Pendant que mes parents se préparaient à cuisiner ce matin-là, j'ai reçu un message sur Snapchat d'un gars que je connais depuis ma première année de lycée. Pour donner quelques informations sur le contexte, il était en 3e année alors que j'étais en première année. Nous nous sommes connus parce qu'il était assistant d'un de mes professeurs. Je m'asseyais du côté le plus éloigné du tableau. Il était donc à côté de moi la plupart du temps. En gros, nous avions arrêté de parler depuis cette époque. Puis j'ai reçu ce message sur Snapchat. Appelons-le Rick pour cette histoire. J'ai ouvert le message Snapchat et j'ai vu que Rick me souhaitait un joyeux anniversaire tardif. Je n'en ai pas fait grand cas, juste une autre connaissance qui me souhaitait un joyeux anniversaire. Je lui ai dit merci et j'ai poursuivi ma matinée. Environ 1 ou 2 minutes plus tard, Rick m'a envoyé un message. À ce moment-là, tout se déroulait comme le début d'une conversation normale. Il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai dit que je me préparais à lancer le défilé de voitures. J'ai pensé qu'on allait rattraper le temps perdu parce que ça faisait vraiment longtemps que nous n'avions pas parlé. Principalement parce que il est parti à l'armée après avoir obtenu son diplôme de fin d'études au lycée. On continuait à s'envoyer des textos. Mais bon, je ne suis pas vraiment le genre de personne qui aime poursuivre la conversation après un temps, surtout si je n'ai que peu d'intérêt pour la personne. Mon père et moi, nous nous préparions à aller chercher des ballons et mon gâteau d'anniversaire. Je n'avais pas mon permis et je n'avais pas ma propre voiture à l'époque. Je ne pouvais donc pas aller les chercher moi-même. Pendant que j'attendais que mon père mette ses chaussures, Rick a continué à m'envoyer des messages. Je me souviens pas vraiment de ce qu'il a dit exactement ou de ce qui a mené à ce moment, mais il a dit quelque chose comme « Laisse-moi te prendre ». Dans ma tête, je me suis dit « Ok ». Je pensais qu'il plaisantait, donc j'ai répondu en riant à gorge déployée. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» avec un emoji de visage qui pleure et qui rit. Après, sa réponse m'a rendue tendue et mise très mal à l'aise. « Peut-être que je ne plaisantais pas ?» a-t-il dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut savoir que je fais de l'anxiété. Après avoir lu ce commentaire, j'ai commencé à hyperventiler. Je lui ai dit que je devais faire des courses, et j'espérais qu'il arrêterait de m'envoyer des SMS après ça. Je n'avais pas l'intention de lui envoyer d'autres textos de toute la journée après cette conversation. Et vous savez quoi? Plus tard, dans la soirée, après le défilé de voiture et après avoir soufflé les bougies du gâteau, ce taré m'a encore envoyé un message. Dans un coin de ma tête, je me disais « Oh, mais pourquoi il m'envoie encore un texto ?» Mais quand j'ai ouvert le message, j'ai vraiment craqué. « Eh, ma belle, comment ça va ?» C'est ce qu'il a dit. Honnêtement, ce nom me fait flipper. Surtout de la part d'un homme à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps. Je lui ai donc répondu par un « Hey !» ne voulant pas avoir l'air impoli. Alors il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que nous venions de terminer le défilé de voiture. Il m'a alors dit « Pourquoi tu ne me laisses pas te voir, ma belle ?» Oh putain, non. C'est un de ces types. À ce moment-là, j'ai commencé à trembler. Mon anxiété a commencé à monter une fois de plus. Tout ce que je ressentais, c'était de la nervosité, de la peur, de la colère et de la culpabilité. Je ne suis pas stupide au point de céder et de lui envoyer une photo de moi. J'ai répondu par un non avec l'emoji tête de mort. Et il m'a dit « Pourquoi ? Pourquoi pas ?» avec un emoji triste en essayant de me faire compatir et de me faire céder. Eh bien, j'ai répondu « Parce que »
Environ 1 minute plus tard, il m'a envoyé une photo. C'était une photo de lui faisant un pistolet avec ses mains, pointé sur sa tête, avec pour légende Piu. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Est-ce que cette photo est censée me faire culpabiliser? J'ai juste envoyé un simple et j'ai quitté l'application. Il m'a ensuite supplié d'envoyer une photo de moi. Mais au lieu de cela, j'ai répondu par soit non, soit en essayant d'esquiver la question. Mes réponses ont commencé à devenir de plus en plus fades. Ce qui ne me ressemble pas vraiment, mais c'est parce qu'il me mettait très mal à l'aise. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi je ne l'ai pas bloqué immédiatement. Je pense que cela m'a pas vraiment traversé l'esprit à ce moment-là, parce que j'étais tout simplement submergée par les événements et anxieuse que je ne pensais à rien d'autre que le fait de devoir encore batailler avec lui. C'était vraiment stupide de ma part. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien dit à mes parents, ni à aucun de mes amis. Mais notre conversation s'est finalement terminée après que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à l'aise quand je lui parlais. Honnêtement, je ne suis généralement pas aussi directe avec les autres parce que, encore une fois, je suis très anxieuse. Et aussi, j'ai tendance à trop réfléchir et à beaucoup trop de choses. Quand je lui ai dit, il avait enfin pigé. Cet abruti aurait dû comprendre quand j'ai dit non en premier lieu. Depuis, la conversation s'est calmée. Et le lendemain, je l'ai bloqué. Pendant quelques jours, même une semaine, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette conversation. Ce qui m'a alarmée, c'est le fait qu'il m'a envoyé un message comme ça, nulle part, quand il a vu que je venais d'avoir 18 ans. N'est-ce pas une coïncidence? Un gars que je connais depuis la première année, qui ne m'a jamais parlé pendant 2 à 4 ans, tout d'un coup, essaie de me chauffer après que j'ai eu 18 ans. Oui, ça devrait être évident. Je n'ai jamais pensé que j'aurais à faire face à une telle situation, parce que je suis une personne très réservée et j'essaye d'éviter ces situations autant que possible. Mais visiblement, rien ne m'est arrivé. À chacun d'entre vous, soyez attentifs à ces signes et bloquez immédiatement la personne. Ne bataillez pas avec elle plus longtemps. Ne faites pas la même chose que moi. Bloquez-les immédiatement lorsque vous commencez à sentir que quelque chose cloche. C'était il y a quelques années. J'avais environ 18 ou 19 ans et j'étais célibataire depuis un bon moment, me concentrant sur le travail et l'école. Un jour, j'étais chez l'une de mes très bonnes amies. Nous l'appellerons Blue. J'étais chez elle pour un barbecue familial. Elle parlait d'un de ses amis en ligne et elle m'avait montré une photo. Elle m'a dit qu'il s'appelait Ryan. Et elle m'a raconté comment ils s'étaient rencontrés, qu'il avait 24 ans. L'écart d'âge ne m'a pas vraiment dérangée, car elle a dit qu'il n'était qu'un ami, et Blue ne rencontrait généralement jamais en vrai les personnes qu'elle rencontrait en ligne. Je lui ai dit qu'il avait l'air sympa. Nous nous sommes assises dans une pièce et elle était sur FaceTime avec lui. J'étais en train de griffonner dans mon carnet et nous étions habillés assez joliment pour le barbecue. Mes cheveux et mon maquillage étaient très apprêtés. Bref, à un moment donné, Blue a tourné son téléphone et a demandé à Ryan de me dire bonjour. J'ai levé les yeux de mon carnet et je l'ai salué, en faisant un petit sourire. Je n'ai jamais vraiment été une personne sociable. Après un moment de conversation, ils ont eu terminé et Blue m'a regardé en souriant comme un diable. Je lui ai demandé ce que j'avais fait et juste après, mon téléphone a vibré. J'ai regardé mon téléphone, puis je l'ai regardé elle, je l'ai lentement retourné et sur ma barre de notification se trouvait une notification Snapchat « Un tel t'a ajouté ». Je l'ai ouvert et j'ai vu un message qui disait « Hey, ne sois pas fâché contre Blue, mais j'ai trouvé que tu étais vraiment jolie avec tes lunettes et la façon dont tes cheveux étaient coiffés. » Alors je lui ai demandé de me donner ton snap. J'ai rougi car je ne supporte pas bien les compliments. Blue s'est mise à rire et elle m'a dit « Allez, dis-lui quelque chose !» Je me suis dit que c'était un peu bizarre en tant que son amie en ligne lui demander mon snap. Mais étant naïve et essayant d'être gentille, j'ai répondu que Ryan était sympa, mais quelque chose clochait pendant notre conversation. Lorsque nous avons parlé de notre lieu de résidence, je lui ai dit que j'habitais à San Jose, et il m'a répondu qu'il vivait à Livermore. Pour ceux qui ne savent pas, ces villes sont à environ 1 heure de route l'une de l'autre. Et à l'époque, mes parents ne me laissaient pas conduire aussi loin. Donc pour notre premier rendez-vous, après bien des échanges, nous avions prévu de nous rencontrer à Pleaston, qui se trouve à environ 45 minutes. Je n'avais pas pris en compte le nombre de kilomètres d'autoroute que j'aurais à parcourir. Et Ryan a dit qu'il ne pouvait pas faire le trajet parce que sa mère avait sa voiture. Mais à mi-chemin, je suis devenue très anxieuse. Et j'ai dû appeler Blue parce que mon GPS m'avait fait traverser les bois pour contourner la circulation. Quand je suis enfin arrivée à destination, Ryan était arrivé quelques minutes avant moi. Je suis sortie et je me suis excusée pour mon retard. Il m'a dit que ce n'était pas un problème. Nous sommes entrés et nous avons joué au mini-golf. Après le coucher du soleil, j'ai vérifié l'heure et j'ai réalisé que si je voulais être à la maison avant le couvre-feu, je devais partir très vite. J'ai dit à Ryan que j'avais un couvre-feu et à quel point mes parents étaient stricts. Quand je lui ai dit que je devais partir, son humeur a changé. Il est passé de la plaisanterie et à la politesse au sérieux et à l'agacement. Il n'arrêtait pas de me demander de rester plus longtemps. Est-ce que ça serait vraiment si mal si tu restais juste un peu plus longtemps ?
Est-ce qu'on peut finir d'abord ?» J'ai continué d'essayer de refuser gentiment, mais j'ai fini par lui dire un non très ferme. Nous sommes retournés au club de golf et j'ai marché jusqu'aux voitures, même si je me sentais à présent un peu mal à l'aise. Lorsqu'il s'est penché vers moi, je l'ai serré dans mes bras. Mais je n'étais pas prête lorsqu'il m'a tiré dans ses bras et qu'il m'a embrassé sur les lèvres. J'ai reculé et lui ai dit bonne nuit. J'ai sauté dans ma voiture et je suis partie. J'ai appelé Blue et j'ai fulminé contre tout ce qui s'était passé. Et elle a essayé de me calmer en me disant que ce n'était que le trac des premiers émois et que j'étais un peu hors du moment. Alors que je me rapprochais de chez moi, nous avons raccroché et j'ai essayé de passer outre. Quelques jours plus tard, j'étais au travail et pendant un temps mort, j'étais sur mon téléphone et je discutais séparément avec Blue et Ryan. Ryan voulait qu'on se revoie et j'étais d'accord. Il semblait un peu insistant mais j'y ai pas prêté attention. J'aurais probablement dû le bloquer. Le jour où nous devions sortir ensemble, j'étais au travail et ma journée était presque terminée. Mon travail n'est qu'à 5 ou 10 minutes de chez moi et je n'avais jamais donné à Ryan mon adresse exacte ou ne l'avait rendue disponible sur Snap. Quoi qu'il en soit, quand est venu le jour de notre rendez-vous, nous étions censés nous retrouver à la périphérie de San José, parce que je ne voulais toujours pas qu'il sache où je vivais. Je l'avais dit à Blue, et elle savait ce qui était prévu. Quand le jour J est arrivé, je m'apprêtais à quitter le travail quand Ryan m'a envoyé un texto sur Snap en disant qu'on devait reporter le rendez-vous. J'ai demandé si tout allait bien, mais il a dit que tout allait bien, et que sa mère ne voulait pas qu'il conduise jusqu'ici. J'ai dit que ce n'était pas grave, mais j'étais un peu blessée, car j'avais fait fi de mes parents très stricts. Je leur avais menti et j'avais fait tout le chemin pour venir le voir, mais j'imagine que je peux mettre ça sur le compte de nos enfances qui n'ont pas été les mêmes. Après tout cela, mon ressentiment est passé relativement vite. J'ai fermé l'application et j'ai envoyé un message à ma cousine Banny et à mon autre amie Rez. Je leur ai dit que mes plans pour la journée avaient été annulés et que nous devrions faire une sortie cinéma. Ils ont tous les deux répondu par l'affirmative et après avoir envoyé un message à mes parents, j'ai posé mon téléphone et j'ai fait un peu de ménage. Après avoir signalé mon départ, je me suis assise dans ma voiture et j'ai regardé les messages que j'avais reçus. Ryan m'avait envoyé un message qui disait quelque chose du style « Oh, pas grave en fait, je peux venir ?» Et j'ai répondu en lui disant « Oh, désolé, après que t'as annulé, j'ai envoyé un texto à ma jeune cousine et nous avions prévu de faire quelque chose ensemble. » Il a immédiatement semblé en colère, il voulait que j'annule et nous avons eu une petite dispute. N'arrêtez pas de dire que je devais annuler la sortie avec ma cousine, qui est honnêtement comme une petite sœur pour moi. Quand je lui ai dit non, qu'il avait annulé en premier lieu, et que nous pouvions juste reprogrammer, il n'a pas voulu. Il s'est finalement tourné vers Blue et a commencé à s'emporter contre elle. J'ai éteint mon téléphone et je suis allée chercher ma cousine. On a eu notre soirée ciné, et c'était amusant. Mais le lendemain, après avoir ramené ma cousine à la maison, j'ai regardé mon téléphone, et j'ai vu un tas de messages de Ryan. Le dernier m'a terrifiée. Il a dit qu'il était en route pour venir me voir. J'ai appelé Blue et mon ton était énervé, irrité. Je n'allais pas accepter ça. J'ai demandé tout de suite si elle avait donné mon adresse à Ryan. Elle s'est arrêtée, elle a dit non. Elle a compris et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'il avait dit qu'il était en route, qu'il était en voiture, quelque part à San José, qui, il est vrai, est une grande ville. Elle m'a dit qu'elle ne lui avait pas donné l'adresse exacte et qu'elle pourrait le recontacter pour voir ce qu'il se passait. Elle ne m'a jamais rappelé. Et pour clarifier les choses, elle ne lui a jamais vraiment donné mon adresse. Cependant, j'ai continué ma journée. Je devais garder le chien de ma grand-mère. Il est âgé. C'est un petit chien aveugle et sérieusement sourd. Je l'ai emmené dans la cuisine car toute salissure serait facile à nettoyer sur le carrelage. Une de mes bonnes amies, Sal, m'a rejoint chez moi. Ensuite, on a plaisanté en regardant des films. 1 heure de dog-sitting plus tard, j'ai reçu un appel de Ryan. Il m'a dit qu'il était à Bogany Park et qu'il se trouvait à 3 blocs de ma maison. J'ai mis mon appel en muet. Et j'ai regardé Sal. Elle m'a demandé si ça allait, et j'ai mis mes chaussures. Je lui ai demandé quand il était arrivé. Il m'a dit qu'il n'était là que depuis 5 minutes. Comme on s'était déjà rencontrés, il avait déjà vu ma voiture, et j'espérais qu'il conduirait juste directement à travers le parc et ne ferait pas attention au quartier. J'ai pris des nouvelles de Curly rapidement, et Sal et moi, nous nous sommes dirigés vers le parc. Nous avons pris un chemin à rallonge pour arriver au parc de la direction opposée où ma maison se trouvait. Et je l'ai vu, il se tenait juste là, se retournant sans arrêt, et il regardait autour de lui. Sal et moi, nous nous sommes juste regardés, et nous nous sommes approchés de lui lentement. Il avait l'air de bonne humeur, mais j'étais encore sur les nerfs. Pourquoi ce parc ? C'est tout ce que j'ai dit. Eh bien, tu as dit que le trajet jusqu'à Pleston était trop long. Alors, j'ai pensé à venir jusqu'à toi. J'ai pris un moment, et je me suis dit que je n'avais vraiment pas envie de savoir comment il avait appris où je vivais. Alors je l'ai fait taire. Écoute, tu es gentil, et merci d'être venu jusqu'ici pour... Je sais pas, dire bonjour, je suppose, mais c'est un peu trop pour moi. Il n'a pas semblé perturbé par ce que j'avais dit, et il m'a dit qu'il avait fait tout ce chemin pour que nous puissions passer du temps ensemble. Je lui ai dit que s'il m'avait envoyé un message avant, je lui aurais dit que j'étais occupée aujourd'hui. Je gardais un chien, que je n'aurais pas pu. Il m'a dit que nous pourrions simplement passer du temps ici, et que je pouvais amener le chien, et qu'ensuite nous pourrions juste nous détendre ici. Je lui ai dit que ce n'était pas une très bonne idée,
et que le chien n'était pas amical. Il nous a proposé de monter dans sa voiture pour qu'il nous emmène, pour au moins nous raccompagner jusqu'à la maison. Je savais qu'il n'était plus possible de lui mettre un stop gentiment. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Écoute, tu as conduit jusqu'ici, à quelques pâtés de maison de chez moi. Je ne sais pas comment tu as trouvé ce parc, mais je suis pas intéressée. Le baiser bizarre, l'insistance, ça m'intéresse pas. Je ne vais pas monter dans ta voiture. C'est fini. Vas-y, plains-toi auprès de Blue. Ou qui que ce soit d'autre. Tu me fais flipper. » À ce moment-là, je savais que mon tempérament avait repris le dessus. Sal s'est immiscée dans la conversation, et elle m'a alors éloignée pour que nous reprenions le chemin que nous avions emprunté. Un autre adulte, le père de l'un des enfants de l'aire de jeu, l'avait remarqué, et il l'a empêché de nous suivre. Quand je suis finalement arrivée à la maison, j'ai verrouillé toutes les portes, et je l'ai bloqué sur Snap, et j'ai supprimé son numéro. J'ai appelé Blue, et je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle m'a calmée un peu, et elle m'a dit qu'elle allait le bloquer aussi. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans, et je me souviens encore de la façon dont il a essayé de m'accuser, comment il avait appelé Blue, et qu'elle était rentrée dans son jeu avant de raccrocher et de le bloquer. Nous ne savons toujours pas comment il est arrivé si près de ma maison. Après cela, peu importe à quel point j'aurais voulu me rebeller contre mes parents, j'ai toujours été très prudente quand il s'agissait de sortir avec quelqu'un. Pendant un certain temps, quand j'avais 16 ans, j'étais toujours sur Snapchat. J'étais tellement dessus que c'était assez normal pour moi d'être suivie par des gens bizarres. Des gens que je n'avais jamais rencontrés, mais jamais comme ce qui va suivre. C'était le 18 juin 2015. J'étais sur Snapchat, en train de faire ce que je fais toujours, et tout était plutôt normal, comme d'habitude. Je faisais défiler tous mes followers, et je suis tombée sur un nom d'utilisateur qui disait « Regardez par votre fenêtre ». Et ça m'a fait froid dans le dos. C'était aussi alarmant, surtout parce que, quelques secondes plus tard, j'ai entendu ce qui ressemblait à un caillou frapper ma fenêtre. J'ai été surpris. Et j'ai essayé de ne pas y prêter attention pour revenir à ce que je faisais. J'ai commencé à recevoir régulièrement des messages de ce follower, mais je ne lui ai jamais répondu. Je ne savais tout simplement pas qui il était, et il avait un nom d'utilisateur assez effrayant. Un jour, il m'a envoyé une photo de l'extérieur de la maison de quelqu'un, devant une fenêtre, et on pouvait y lire. Ça te rappelle quelque chose ? Instantanément, je me suis levée, parce que c'était une fenêtre de notre maison, et plus précisément de ma chambre. Je me suis tournée lentement vers la fenêtre, m'attendant à y voir quelqu'un. Je n'avais jamais senti mon cœur battre aussi fort, mais quand j'ai regardé par la fenêtre, je n'ai vu personne. J'ai regardé par la fenêtre pendant un moment, m'attendant à voir quelqu'un sortir de sa cachette. Mais il n'y avait personne. Peut-être que c'était juste une maison semblable à la nôtre. J'ai fermé le rideau, et j'ai décidé de vérifier les portes avant de m'affaler sur le canapé et de regarder la télévision. Je me suis assise et j'ai reçu un autre message sur Snapchat. C'était de la même personne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouvert. J'aurais dû l'ignorer à partir de ce moment-là. Sur ce message, on lisait « Tu as l'air surpris ?» Il y avait une photo de la même fenêtre, mais de plus loin. La fenêtre avait des rideaux tirés, les mêmes que ceux que j'utilise dans ma chambre. J'ai appelé ma mère, je pleurais en essayant de lui expliquer tout ce qui se passait. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle rentre tout de suite à la maison. Je ne pense pas qu'elle a totalement compris, elle avait l'air irritée et confuse, mais elle savait que c'était urgent. Alors, heureusement, elle est rentrée plus tôt. Elle a pris mon téléphone, a regardé mes snaps, et juste avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, j'ai reçu un message sur Snapchat, et ma mère l'a lu immédiatement. Il n'y avait pas de photo cette fois. Il disait juste « Veux-tu que je fasse du mal à ta mère aussi ?» C'était suffisant pour me faire peur et pour énerver ma mère. Elle a fini par appeler la police, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. La police passait devant notre maison de temps en temps pendant les jours qui ont suivi. Il était difficile de dormir pendant cette période, même si la police était là. Je me sentais pas en sécurité. Ma mère s'est même libérée pour être un peu plus souvent avec moi. Heureusement, après tout ça, j'ai pas reçu d'autres messages ou de photos. Adieu, regarde par ta fenêtre, et j'espère ne plus jamais avoir de nouvelles de ta part. Tout d'abord, je tiens à dire que si vous ne connaissez pas explicitement quelqu'un dans la vraie vie, ne l'ajoutez pas à votre liste d'amis sur n'importe quel réseau social. Cela pourrait être un spam ou quelqu'un qui essaye de vous faire quelque chose de terrible. Cette année, j'ai fini par me mettre à Snapchat. Mes amis m'avaient poussé à le faire, même si je n'en avais pas vraiment envie. Je n'aimais tout simplement pas l'idée d'envoyer ou de recevoir des photos et des vidéos de moi ou d'autres personnes. Je suis généralement pas le meilleur pour me présenter à d'autres personnes, et je m'intéressais généralement pas à la vie des autres non plus. J'étais introvertie par définition. Même si je m'y attendais pas, je commençais à aimer l'application après l'avoir utilisée pendant quelques semaines. J'ai commencé à prendre de plus en plus de selfies. Je pense que ça m'a aidé à pas trop me soucier de mon apparence ou ce que des inconnus pouvaient penser de moi. Ça m'aidait vraiment à sortir de ma coquille. Je m'amusais bien, jusqu'à ce que je fasse une énorme erreur. Je m'amusais à consulter les posts de ceux que je suivais en pensant à ce que je pourrais poster ensuite, quand je suis tombée sur un message en haut de mon iPhone qui disait « Anna 28 t'a ajouté ». Je me suis rapidement creusé la tête en essayant de penser si quelqu'un que je connaissais s'appelait Anna, mais je n'ai trouvé personne.
Ça m'a pas dérangée parce que Anna 28 était une fille et j'aimais avoir l'attention des filles. Alors j'ai regardé son profil et j'ai aimé ce que j'ai vu et j'ai décidé de l'ajouter à mon profil. Seulement quelques secondes après, j'ai reçu un message de sa part. « Hey toi !» elle disait. J'ai répondu. « Oh, salut. Est-ce que je te connais ?»« Non. » elle m'a dit. Je lui ai alors demandé son âge. Elle m'a répondu 15 ans, ce qui correspond à mon âge. Ce qui m'a fait sourire. Et avant que je puisse répondre, elle m'a envoyé un message encore mieux en me disant « Je te trouve mignon ». J'ai souri encore plus jusqu'à ce que je réalise que je n'avais rien posté récemment. Donc, il n'y avait rien de moi sur mon profil. Et je ne lui avais jamais envoyé de photo. Alors, comment pouvait-elle savoir à quoi je ressemblais ? Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais dû répondre ? J'étais nerveux, confus, et j'ai toujours été paranoïaque quand il s'agit de savoir à qui je parle, et surtout quand il s'agit de filles. J'ai reçu 2 autres messages que je n'ai pas osé ouvrir. J'étais déjà suffisamment confus, et il commençait à se faire tard. Alors je suis allée me coucher. Je me suis réveillée le matin au son de mon téléphone qui sonnait à plusieurs reprises. C'était encore Anna 28. Elle spammait mon Snap, en m'envoyant vidéo après vidéo sans aucune explication. Étant à la fois curieux et trouvant cela bizarre, il n'y avait qu'une chose à faire. J'ai commencé à lire chaque vidéo. Toutes ces vidéos étaient de nuit. Je ne voyais presque rien dans la plupart d'entre elles. Dans la première, elle semblait marcher dans une rue. Elle disait quelque chose en chuchotant. C'était pas en anglais et je savais pas ce qu'elle disait. Dans la deuxième vidéo, sa voix était plus claire. Je comprenais qu'elle parlait espagnol, qu'elle était toujours dans la rue, elle marchait et il faisait trop sombre pour distinguer le moindre détail. Et enfin, dans la troisième vidéo, elle se tenait sous le porche de quelqu'un et elle agitait une poignée de porte très familière. Mais la porte était verrouillée et elle ne pouvait pas entrer. Alors elle s'est filmée en train de gratter le bois de la porte avec ses ongles qui étaient particulièrement longs. À ce moment-là, j'étais dans le déni. Je ne voulais pas croire ce que je voyais, ce que j'entendais. Je faisais de mon mieux pour écouter ce qu'elle disait en espagnol. J'ai consulté Google Trad et j'ai tapé ce que j'avais entendu. J'ai obtenu une traduction approximative, mais suffisamment précise. Et j'ai su exactement ce qu'elle avait répété dans chaque vidéo. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. En fait, la porte devant laquelle elle se trouvait était la mienne. Elle était venue chez moi. Elle avait essayé d'entrer dans ma maison. Cette inconnue flippante n'était qu'à quelques mètres de moi à un moment donné, alors que j'étais inconscient dans mon lit. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il allait exploser immédiatement. Je suis allée sur Snapchat et j'ai bloqué cette personne folle. J'ai essayé d'oublier tout ce qui s'était passé. Mais quand j'ai entendu qu'on grattait à la porte, je n'ai pas pu m'empêcher de le dire à mes parents. Malheureusement, j'avais éliminé toute trace de Anna 28 sur Snapchat et je n'ai donc pas pu leur montrer de quoi je parlais. Tout au plus, ils ont trouvé ça bizarre parce que je n'avais aucune preuve pour appuyer ce que je disais. Si seulement j'avais gardé ces vidéos, j'aurais pu dire à mes parents d'appeler les flics. La semaine s'est écoulée sans qu'il y ait d'autres événements bizarres et je pouvais pas être plus heureux. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu une nouvelle notification sur mon compte Snapchat et je suis sûre que vous pouvez deviner ce qu'elle disait. Anna 29 t'a ajouté. Cette histoire me vient de ce que je peux considérer jusqu'à présent comme étant la pire période de ma vie. J'ai grandi dans un environnement privilégié, le genre de privilège qui vous transporte l'été dans les Hamptons et l'hiver aux Bahamas. Mon père était banquier d'affaires. Un bon banquier, à tel point que ma mère n'a jamais eu à travailler après leur mariage. J'avais tout ce qu'il fallait pour suivre une scolarité privée de haut niveau et bénéficier de ce que je pensais être une éducation universitaire gratuite. En réalité, pas tellement gratuite, puisque mon père payait la note. Mais je n'aurais jamais de dette d'études écrasante qui transformerait mes pères en esclaves salariés pour le reste de leur vie. Du moins, c'est ce que je pensais qu'il allait se passer jusqu'à ce que le crash financier de 2008 ne vienne bouleverser la donne. Beaucoup d'autres sociétés financières ont été renflouées par le gouvernement, ceci en puisant dans la poche des contribuables. Mais ce n'était pas le cas pour mon père. Pour une raison ou une autre, ils n'ont pas été éligibles et il a perdu son emploi. Pour résumer, un jour, je me trouvais à l'université, en train de vivre la belle vie. Le suivant, j'étais au téléphone avec ma mère qui me disait que je devais abandonner mes études et trouver un emploi si je voulais un jour pouvoir subvenir à mes besoins, car il n'avait tout simplement plus d'argent disponible. C'était dévastant. Je n'avais jamais travaillé de ma vie et j'étais maintenant en train de parcourir la ville avec un dossier rempli de CV, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour avoir un peu d'argent sur mon compte. C'est ainsi que j'ai fini par travailler chez Burger King. C'était vraiment difficile au début, bien que je n'en avais pas forcément l'impression. Je dégageais une aura de fille riche et les employés rudes de la classe ouvrière l'ont tout de suite détecté. Ils n'ont pas été tendres avec moi, pas le moins du monde. Mais pour être honnête, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver et en l'espace d'environ 3 mois, j'ai appris la signification de « une dure journée de travail ».
Plus je me lançais dans le défi du travail à temps plein, plus mes collègues commençaient à me respecter et à m'apprécier à ma juste valeur. À la fin, nous étions incroyablement proches et je suis toujours en contact avec quelques-uns d'entre eux via Facebook et autres. Quoi qu'il en soit, mettons maintenant un peu de contexte dans cette histoire. Je travaillais dans l'équipe du soir, ce qui est généralement le plus difficile. Le directeur ne mettait jamais que les travailleurs les plus compétents et les plus capables dans ce cycle de travail. Cela peut paraître stupide, mais le fait que j'ai suffisamment fait mes preuves pour être affectée à ce cycle était un énorme compliment pour moi. Les week-ends, nous avions l'habitude de rester ouverts jusqu'à minuit. Vers 23h30, un homme d'apparence assez banale finit par entrer. Il se tenait au comptoir, lisant le menu situé derrière moi. Je lui ai dit mon meilleur « Puis-je prendre votre commande, monsieur ?» Il me regarda et, sans interruption, il répondit « 2 doubles cheeseburgers, s'il vous plaît. » J'aurais pu entrer la commande dans la caisse enregistreuse, mais c'est alors qu'il m'interrompit en ajoutant un addenda à sa commande. « Est-ce que je pourrais les avoir sans pain, sans bacon ou fromage? Ah, et ne les faites pas griller pour moi, merci. » J'ai arrêté d'enregistrer sa commande et je l'ai regardé. « Excusez-moi ?» Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'il demandait. Puis, il a souri en commençant à préciser ce à quoi sa commande consistait. « Y a-t-il un problème ?» Eh bien, oui, je ne suis pas sûre que nous soyons autorisés à servir des hamburgers crus. C'est contraire aux règles de sécurité alimentaire. Vous avez entendu parler du steak tartare, n'est-ce pas? Encore une personne qui semblait avoir immédiatement détecté quelque chose dans mes manières ou mon accent qui aurait pu suggérer que j'appartenais à la classe supérieure. Je n'ai même pas justifié ma réponse, je lui ai juste demandé de patienter une seconde pendant que j'en parlais à mon superviseur. Lorsque celui-ci est arrivé, il lui a tout simplement dit non, comme je l'avais fait. Même s'il pouvait manger du bœuf cru, ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous pouvons servir à nos clients. Enfin, c'est ce que je pensais, puisque pendant que mon superviseur parlait avec cet homme, lui expliquant calmement, bien qu'étant navré, que ce n'était pas quelque chose que nous pouvions faire, ce dernier se mit à rouler des yeux et sortit une liasse de billets de sa poche. Combien ça coûterait? L'endroit était à peu près vide à ce moment-là, mais tous les regards se sont tournés vers ce type et sa liasse de billets. Je n'oublierai jamais le moment où mon superviseur s'est arrêté de parler, calme et professionnel, avant de se tourner vers moi et de me dire « Va nettoyer quelque chose à l'arrière ». J'étais stupéfaite. Je connaissais suffisamment bien mon superviseur pour savoir exactement ce qu'il faisait. Il allait débarrasser le sol des témoins potentiels, puis prendre la commande de cet homme. J'ai fait semblant de nettoyer quelque chose pendant que je l'espionnais, alors qu'il prenait 2 galettes crues dans le frigo et qu'il s'apprêtait à les faire cuire, de sorte que si quelqu'un regardait les caméras en arrière, on aurait l'impression qu'il avait fait son travail à la lettre. Il revint à l'arrière quelques minutes plus tard en me demandant de m'occuper de la caisse, mais pas avant d'avoir glissé quelques billets de 100 $ dans ma main, tout en me disant de ne pas dire un mot à qui que ce soit et d'oublier ce qui s'est passé avant que les gens ne commencent à parler de tout ça. Pour autant que le reste de l'équipe le sache, il avait dit non à cet homme, lui avait servi des hamburgers normaux et avait simplement continué le reste de son service comme si de rien n'était. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Je devais en finir. Même si j'avais quelques centaines de dollars de pourboire, je devais savoir ce qu'il en était de ce type. Alors, tel le renard rusé que je suis, j'ai esquivé mon superviseur pour aller voir le directeur dans son bureau et lui ai demandé, vu que c'était calme, si je pouvais prendre une pause cigarette. En se retournant sur sa chaise, il me regarda d'un air confus avant de me dire « Vous ne fumez pas, n'est-ce pas ?»« Oui, mais je viens de commencer, c'est le stress du travail. » « Bien, je suis désolée d'entendre ça. Vous avez le droit à vos 5 minutes. Assurez-vous simplement que votre poste soit couvert. » C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à l'un de mes collègues de s'occuper de la caisse enregistreuse. Puis, je me suis tenue à l'arrière en essayant d'observer l'homme qui se dirigeait vers sa voiture. J'étais donc là, à faire semblant de fumer, tout en prétendant ne pas regarder cet homme monter dans sa voiture. Puis, une pensée surgit soudainement dans mon esprit. Il était tard. Les magasins ne sont peut-être pas ouverts, et en vérité, ils ne l'étaient certainement pas. L'homme voulait probablement quelque chose à cuisiner, n'est-ce pas? Faux. Je le voyais distinctement déballer l'emballage burger mouillé et dégoulinant avant d'approcher la viande crue de son visage. Il ne prenait pas une bouchée comme je m'y attendais. Pour être honnête, il avait plutôt l'air d'être en train de renifler la viande plus qu'autre chose. Je n'arrivais vraiment pas à croire ce que je voyais. Littéralement, je pensais que la perspective me faisait voir quelque chose que je ne voyais pas.
J'ai alors pris l'horrible décision de m'approcher un peu plus de la voiture en prenant un angle me permettant de voir à travers la fenêtre du côté conducteur. Tout cela sans penser que son rétroviseur latéral révélerait la voyeuse que j'étais. Et oh mon Dieu, la façon dont il m'a regardé à travers cette fenêtre, ce regard sauvage dans ses yeux après avoir arrêté de faire ce qui semblait être un moment presque intime avec ce morceau de viande. Il était furieux. Il a tiré sur son moteur avant de sortir du parking aussi vite qu'il le pouvait. J'ai jeté la cigarette, couru à l'intérieur et je suis allée directement voir le concierge pour lui dire ce que j'avais vu. Il m'a seulement répété que, quoi qu'il arrive, je ne devais pas dire à qui que ce soit que nous lui avions servi de la viande crue. Sinon, ces quelques billets de 100 $ seraient le dernier argent que nous obtiendrions de cet endroit si le propriétaire ne décidait pas de nous poursuivre en justice. Nous n'avons jamais revu ce type et personne n'a jamais su que nous lui avions vendu de la viande crue. Je ne pense pas que j'étais vraiment en danger, mais c'était certainement l'incident le plus effrayant, si ce n'est pas le plus dérangeant, que j'ai vécu en travaillant chez Burger King. Quelques jours après mon 19e anniversaire, quelques amis et moi roulions en ville dans l'une de nos voitures, en se passant des bouteilles et en nous amusant un peu. Nous avons trouvé un endroit pour nous garer, fumer quelques cigarettes et écouter de la musique, tout en profitant de la soirée jusqu'à bien après le coucher du soleil. Finalement, une fois que nous avons eu assez faim, nous avons décidé de nous rendre au Burger King pour manger un morceau. Je suis déjà bien éméchée à ce moment-là et je mentirais si je disais le contraire et que je n'agissais pas comme un idiot. Mais voilà, le drive de Burger King était fermé pour une raison ou une autre. Nous avons donc garé la voiture, nous sommes partis et nous sommes entrés dans le restaurant. En tête de cette file d'attente interminable, il y avait cette femme en surpoids en train d'agiter son bras tout en se plaignant de sa commande. Mes amis éméchés et moi-même avons regardé cette dernière se ridiculiser pendant 10 minutes. Elle a bloqué toute la file d'attente jusqu'à ce qu'elle se mette sur le côté pour attendre sa commande corrigée ou je ne sais quoi. Puis, il y a enfin eu du mouvement dans la file d'attente. Tout le monde était furieux contre cette femme pour avoir bloqué la ligne et je peux vous assurer que les employés derrière le comptoir n'étaient pas très satisfaits d'elle non plus. Alors, quand j'arrivais au comptoir pour passer ma commande, je me sentais tout fière et pour une raison quelconque, je me suis dit que si je réussissais à faire rire le personnel en plaisantant sur cette femme, j'obtiendrais un repas gratuit ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai dit quelque chose du genre « Puis-je m'excuser au nom de l'humanité pour le reniflement irrité de mon amie ici présente ?» Personne ne rit. Tout le monde semblait juste choqué, regardant d'un côté et de l'autre entre la femme et moi, attendant la suite des événements. Elle devint rouge. Je m'attendais à ce qu'elle me hurle au visage. J'étais prêt pour l'œil au beurre noir ou autre chose. Après tout, ça en vaudrait la peine, ne serait-ce que pour entendre mes amis craquer derrière moi. Mais elle n'a pas pété les plombs. Elle n'a pas dit le moindre mot. Elle est juste restée plantée là, furieuse, jusqu'à ce que la personne derrière le comptoir apparaisse avec sa commande modifiée. Elle s'est assise et a commencé à manger son repas. Nous avons pris notre repas et nous nous sommes assis de l'autre côté du restaurant. Entre-temps, mes amis me disaient « Sérieusement, mec? Mais tu l'as incendiée ?» Mais de mon côté, je continuais à la regarder. Elle était sur son téléphone, en train de parler à voix basse. Et de temps à autre, elle nous jetait un coup d'œil furtif avec ce large sourire se dessinant sur son visage. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ce qu'il se passe, mais pourquoi ai-je pensé que je m'en sortirais? J'en ai aucune idée. Car au moment où nous sommes sortis du restaurant, nous avons entendu derrière nous « Le voilà! C'est lui! Juste là !» Je regardais autour de moi et je l'ai alors vu me pointer du doigt, le même sourire satisfait sur son visage. Quand je me suis retournée, il y avait un pistolet pointé sur mon visage. Je ne me souviens pas de ce que le type me criait, seulement qu'il me hurlait bel et bien dessus. Je savais juste que c'était son mari. C'est bizarre, les petits détails que vous remarquez quand quelque chose comme ça arrive. Je me souviens très bien d'avoir vu l'alliance de cet homme sur son doigt qui était enroulée autour de la poignée du pistolet. Je ne suis pas un fan d'armes à feu, mais ce truc était incroyablement gros. C'était vraiment un énorme pistolet. Et tout ce que j'ai fait, c'est de laisser mon esprit divaguer et de regarder le canon pendant quelques instants avec les cris de ce dernier qui résonnaient dans mes oreilles. C'est seulement quand il l'a poussé sur mon front que la réalité m'est revenue et m'a frappé comme une tonne de briques. Je me souviens avoir tremblé si fort que lorsque le gars m'a dit de me mettre à genoux, j'ai eu du mal à réagir. Il m'a hurlé de me mettre à genoux parce que je ne méritais pas de mourir sur mes pieds. Et cette phrase est restée gravée dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Si vous remarquez, je n'ai pas donné mon nom, ni où cela s'est passé, ni quand ça s'est passé. C'est pour me donner suffisamment d'anonymat pour admettre que juste après être tombée à genoux, et je dis bien tombée à genoux,
j'ai directement uriné dans mon pantalon. Je ne savais même pas que ça pouvait être possible. Ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà entendu parler de personnes qui avaient eu tellement peur qu'elles s'étaient urinées dessus. Mais je ne pensais pas que ça pouvait vraiment arriver à qui que ce soit. Mais je suppose que comme j'étais plein d'alcool et de ce grand coca, il y avait plein de choses dans ma vessie pour uriner et c'est ce que j'ai fait. D'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé le moyen de rendre la situation terrible encore pire. Non seulement j'ai pensé que j'allais mourir dans un parking sous le regard horrifié d'un restaurant rempli d'étrangers me regardant avec horreur, j'étais aussi sur le point de mourir trempée dans ma propre urine, recroquevillée et tremblant sur mes genoux à l'extérieur d'un Burger King. Il a commencé à crier d'autres choses à ce moment-là, mais je ne m'en souviens pas non plus. J'attendais juste le moment où ma lumière s'éteindrait. J'avais l'impression de m'être endormie très vite et de ne jamais me réveiller. Je me souviens avoir essayé de crier quelque chose comme « Par pitié ! Quelqu'un peut-il appeler la police ?» Mais la peur est une chose puissante. Je ne pouvais pas parler. C'était comme un cauchemar qui prenait vie. Un de ces cauchemars où vous essayez de crier à l'aide, mais votre voix s'assèche dans votre gorge. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que mes oreilles ont entendu le mot « policier » prononcé par un spectateur qui se trouvait hors de mon champ de vision. Après quoi, j'entends la voix distincte de cette femme qui répète ce même mot, mais cette fois-ci, ce n'était pas moi qui avais peur, c'était elle. Je sentais la pointe du pistolet quitter l'arrière de ma tête et le temps que je trouve le courage de regarder à nouveau autour de moi, je voyais la paire, cette femme et l'homme au pistolet sortir en trombe du parking dans une vieille berline cabossée, suivie de près par les sirènes hurlantes au loin. Ce n'est que lorsque j'ai fait ma déposition aux policiers que j'ai remarqué que mes amis avaient disparu et que non seulement ils étaient complètement hors de vue, mais que la voiture l'était aussi. J'ai donc dû être ramenée chez mes parents dans une voiture de police, ce qui leur a permis de comprendre que j'avais bu, ce qui, pour eux, méritait bien plus d'attention que le fait que j'avais failli me faire tirer dessus dans le parking d'un Burger King. Ils ont essayé de me punir pendant 1 mois, mais ils n'ont pas eu besoin de l'appliquer. J'étais trop secouée pour quitter la maison pendant toute la première semaine. Il faut juste faire attention à qui vous parlez ou essayer de plaisanter. On ne sait jamais qui est assez fou pour te mettre un pistolet sur la tempe. J'habite à 5 minutes de 2 Burger King. Lorsque je travaillais à mon compte dans le domaine du nettoyage de voitures, je me dirigeais toujours vers le plus grand des deux puisqu'il disposait d'un meilleur lecteur de cartes. Je ne peux pas vous dire combien de fois je n'ai pas pu payer mon repas parce que le lecteur de cartes de l'autre Burger King n'acceptait pas ma carte de débit. Alors, par sécurité, j'allais toujours dans celui que je surnommais le bon Burger King. Quoi qu'il en soit, j'y suis allée à la fin de ma courte journée de travail en écoutant des podcasts dans mes écouteurs. Il faut prendre en compte que, même si ce fast-food se trouvait sur l'accotement de la route principale de la ville, je n'ai littéralement jamais vu personne d'autre que moi et les employés. Je suppose que c'était une question de mauvais timing. Le jour en question, j'ai commandé mon habituel repas rempli de bacon et j'ai pris une place dans le coin arrière. C'était ma place préférée, puisque les employés et tous ceux qui pouvaient entrer ne me remarquaient pas vraiment. Quand je sortais manger, je n'aimais pas qu'on me dérange. Quelqu'un d'autre entra alors peu après. J'ai tout de suite trouvé ça curieux, puisque je n'avais encore jamais vu quelqu'un d'autre entrer ici pendant que je m'y trouvais. Il s'agissait d'un grand homme très mince qui, pour être honnête, semblait s'être tout juste drogué. Il était très pâle, en sueur et agité. De ma place, j'ai regardé très prudemment ce dernier. Il s'approchait du comptoir avec sa main gauche posée sur le bas de son dos, tremblant comme un fou. En regardant de plus près, je réalise que cet homme avait quelque chose de caché sous sa chemise. C'est alors qu'un sentiment de danger me parcourut. Ce type était déjà très louche au départ, mais maintenant il a quelque chose à cacher. Le caissier lui a alors demandé ce qu'il souhaiterait et, je ne plaisante pas, ce type a tripoté ce qu'il y avait sous sa chemise et s'est mis à trembler plus que de raison. Je l'entendais bégayer comme s'il ne parvenait pas à trouver quoi dire. Après quelques secondes d'observation, à voir le pauvre caissier apeuré, il frappa de sa main droite sur le comptoir et dit simplement « Donnez-moi un numéro 2 !» Sa main cessa de trembler, lâchant enfin ce qu'il tenait sous sa chemise. Il resta planté là, les bras croisés, secouant la tête en attendant que sa nourriture arrive. Une fois arrivé, il arracha le plateau des mains de l'employé et s'en alla. J'entendais l'employé s'énerver et l'insulter, mais l'homme continuait sa route. Il avait les yeux fermés, secouant la tête de gauche à droite pour une raison ou une autre, et surtout, il se dirigeait vers moi. Je commençais à être un peu nerveux, me baissant dans une tentative désespérée de ne pas être vu par cet homme bizarre.
Mais ses yeux étaient toujours fermés. Il tourna alors à gauche et parvint à s'asseoir en face de moi, à l'opposé de là où j'étais, sans jamais ouvrir les yeux. Lorsqu'il s'asseya, son dos s'arqua vers l'avant et sa chemise se releva, ce qui me permettait de bien voir ce qui était en train de se passer. J'ai donc pu voir ce qu'il cachait sous sa chemise, une arme de poing noire. Dans n'importe quelle autre situation, je n'aurais pas été surpris. Là où j'habite, beaucoup de gens ont un permis de port dissimulé. Si vous êtes attentif, vous pouvez probablement apercevoir quelques personnes avec leur permis de port dissimulé ici et là. Dans un sens, ça signifie qu'ils ne sont pas assez dissimulés. Mais dans le cas présent, ce type a été un problème dès le début. Il semblait très combatif lorsqu'il a commandé, comme s'il cherchait une raison pour se plaindre ou bien avoir des problèmes avec les personnes derrière le comptoir, sans oublier qu'il semblait totalement drogué. Ce qui me terrifie le plus, c'est la manière dont il tenait son pistolet lorsqu'il était au comptoir. Il avait sa main dessus depuis le début, comme s'il planifiait quelque chose. Dieu merci, je suppose qu'il a changé d'avis. J'étais totalement paniquée. Je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à observer cet homme. Je veux dire, je ne me sentais pas en sécurité. De ce que je savais, il pouvait sortir cette arme à n'importe quel moment et commencer à tirer sur tout le monde. De mon point de vue, je pouvais à peine voir le côté de son visage. Après quelques instants où j'étais incapable de manger, j'ai vu l'épaule du type se soulever et s'abaisser. J'ai regardé de plus près et on aurait dit que le type pleurait. Et il ne touchait pas du tout à sa nourriture. Il avait même levé les mains pour se couvrir le visage. C'était trop pour moi. J'ai ramassé mes affaires, jeté mes restes dans la poubelle et je me suis dirigée vers la sortie. Avant de sortir, j'ai regardé le gars une dernière fois. Il était toujours assis là. Mais maintenant, il me regardait fixement, les yeux rouges, gonflés et larmoyants. J'ai détourné le regard. Je suis sortie et je ne suis jamais retournée là-bas. Malheureusement, pour toutes mes futures aventures au Burger King, je devrais me contenter du deuxième restaurant, le fameux mauvais Burger King. Néanmoins, s'il a changé d'avis sur ce qu'il comptait faire avec cette arme, j'en suis heureux. J'espère juste ne plus jamais le revoir. Je vis à Calgary, au Canada, dans un petit appartement. Comme la plupart des individus, j'aime sortir et me détendre avec mes amis. La plupart du temps, nous discutons ensemble, allons voir un film, sortons manger, en bref, nous nous amusons. Mais cette nuit-là était loin de ce à quoi je m'attendais. Mon ami avait une envie de Burger King à ce moment-là. Alors, nous avons décidé de nous y rendre. L'événement s'est déroulé récemment et bien sûr, toute cette affaire de clown effrayant était en cours. Alors, nous étions sur nos gardes. Pour être en sécurité, nous sommes allés au Burger King le plus proche que nous pouvions trouver. Nous y sommes arrivés assez rapidement. Nous avons commandé notre nourriture et nous nous sommes assis à la table que nous avons choisie, près de la fenêtre vers l'arrière. Pendant que nous mangions, du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement. Je pensais qu'il s'agissait d'un autre client qui entrait pour déguster un repas, tout comme nous, mais mon instinct me disait que ce n'était pas le cas. Sans réfléchir, j'ai regardé vers le mouvement en question et c'est comme ça que j'ai vu quelque chose d'inquiétant. À l'extérieur se tenait une silhouette toute noire, ou bien quelqu'un qui portait un pull noir. Peu importe de quoi il s'agissait, c'était difficile d'y voir distinctement la nuit. Cette silhouette me fixait, ou du moins faisait face à ma position exacte. Je me suis alors tournée vers mon ami pour voir s'il regardait aussi la silhouette. Mais lui regardait fixement son téléphone tout en mangeant des frites. Alors je me suis rapidement retournée à nouveau pour observer cette personne étrange, mais je ne l'ai pas revue. J'étais sérieusement effrayée. J'avais la chair de poule. Ce n'était pas quelque chose dont je pouvais me débarrasser. Quelqu'un se trouvait là une seconde et disparaissait l'instant d'après comme s'il n'avait jamais été là. Est-ce que je voyais des choses dans l'obscurité? J'ai essayé de faire de mon mieux pour finir de manger. Je suis ensuite allée aux toilettes pour me nettoyer les mains. Je fais toujours ça après avoir mangé parce que je déteste la sensation des mains collantes ou sales. Je referme le robinet et je me dirige vers le distributeur de serviettes en papier pour me les sécher. Ma vision commence à se brouiller et c'est ainsi que tout redevient noir. Quand je reviens à moi, je me tiens à l'entrée des toilettes, face à l'accueil du restaurant. Le problème est que toutes les lumières étaient éteintes maintenant. L'endroit semblait fermé. Tout le monde était parti, même mon ami avec qui j'étais venue. Toutes les voitures du parking avaient disparu. Pourquoi est-ce qu'il m'avait laissé? Personne n'a vérifié les toilettes? J'ai commencé à paniquer et à rire nerveusement. Ce qui est étrange, car je n'ai jamais été du genre à rire nerveusement. Il m'a fallu quelques instants pour voir que la silhouette de tout à l'heure se tenait maintenant au milieu du hall d'entrée. Il ou elle se dirigeait droit sur moi.
Horrifiée, j'ai couru en arrière. Je sais que je n'aurais pas dû me précipiter dans les toilettes, mais je n'avais pas les idées claires à ce moment-là, et vous comprendriez pourquoi. Quelques secondes plus tard, de retour dans les toilettes, j'étais frappée par une odeur dégoûtante et distincte, comme si quelque chose était mort et avait pourri là-dedans. Soudain, des coups et des grattements retentissaient autour de moi. À cet instant, je me mettais à pleurer. Puis la porte battante de la salle de bain s'ouvrit et j'attendais, pétrifiée, que quelque chose entre. Mais tout est redevenu noir. Je me suis réveillée sur le sol des toilettes avec mon ami au-dessus de moi. Il semblait inquiet. Il m'avait dit que je m'étais évanouie pendant plusieurs minutes. Quand j'ai regardé autour de moi, toutes les lumières étaient rallumées et en sortant des toilettes, j'ai remarqué que tout était normal dans le hall d'entrée et que le restaurant était toujours ouvert. Le lendemain, je suis allée immédiatement voir le médecin. J'étais très inquiète parce que je ne m'étais jamais évanouie comme ça auparavant. Je ne sais pas ce qui avait bien pu m'arriver la veille, mais après cette expérience, je ne retournerai pas de sitôt au Burger King. Le médecin m'avait alors dit que ça pouvait être dû à un retour trop rapide du sang dans ma tête, et c'est vrai que je me souviens avoir ressenti un léger étourdissement quelques instants avant de m'évanouir. Mais ça n'explique pas la silhouette que j'avais vue alors que j'étais complètement consciente et éveillée, assis à cette table en train de manger mon repas. Ce n'est pas exactement mon histoire, mais celle de mon copain qui travaille dans un Burger King à 2 pas de chez nous. Il m'a raconté de multiples histoires dans lesquelles des choses bizarres se seraient produites. Pour information, il travaille tôt le matin, avant que le soleil n'ait le temps de se lever, ce qui rend ce récit encore plus effrayant. Une fois, une autre employée a cru avoir vu une petite fille à l'arrière de la cuisine. Pensant que des enfants s'étaient faufilés derrière eux, elle est allée voir de qui il s'agissait. Cependant, une fois sur place, elle n'a vu personne. La petite fille avait disparu. Depuis, il y a eu de nombreux moments où les gobelets ont volé vers les employés ou bien que des objets ont été renversés des étagères. Parfois, des employés se font appeler de l'arrière du bâtiment, là où se trouve l'armoire de stockage. Toutefois, s'ils retournent enquêter pour voir qui les appelle, il n'y a jamais personne. Quoi qu'il en soit, la voix se fait toujours entendre sous la forme d'un autre collègue. Une autre fois, assez récente, lorsque mon petit ami travaillait dans la zone de congélation, il a entendu un bruit incroyablement fort, comme si des tuyaux métalliques étaient tombés. Lorsqu'il est allé vérifier, il n'y avait rien sur le sol. Il ne pouvait penser à rien au monde qui aurait pu faire ce bruit, et ça l'a effrayé pour le reste de son travail. Il y a eu plusieurs témoignages de personnes ayant vu une petite fille se cacher derrière l'allée des sodas, au milieu de la salle à manger, ou encore des personnes qui l'auraient aperçu du coin de l'œil. Mais la chose la plus effrayante selon moi qui s'est produite, c'est lorsque l'un des employés a commencé à apercevoir une petite fille chez lui, comme si l'entité qui hantait le restaurant l'avait suivi, ce qui serait terrifiant. Je suis une jeune femme de 20 ans. Mais cette histoire s'est déroulée lorsque j'avais 11 ans. J'étais avec ma jeune cousine, qui est également une femme, et qui avait environ 8 ans à l'époque. Nous l'appellerons Julie. Notre petite ville était située à la périphérie de Rockford, dans l'Illinois. Elle possède une certaine réputation en matière de drogue, de crimes violents et de trafic sexuel. J'habitais dans un quartier où il y avait une station-service Casey's, à quelques minutes de marche. J'avais tendance à aller régulièrement là-bas avec mes amis, afin d'y acheter des boissons énergisantes, des snacks, de la malbouffe, quoi. Je pouvais y aller à peu près quand je voulais, puisque personne ne devait m'y conduire. Je n'étais pas trop surveillée par mes parents, j'étais une enfant assez autonome pour mon âge, ce qui était certainement à mon avantage dans cette expérience. Un soir, Julie et moi avons décidé de faire une soirée pyjama chez moi. J'ai alors dit à mes parents que nous allions marcher jusqu'à la station-service pour acheter des boissons avec l'argent qui me restait de mon anniversaire. Ils discutaient et buvaient avec mon oncle et ma tante, nous laissant donc partir. Il nous a fallu 10 à 15 minutes pour nous y rendre. En entrant dans le parking, nous avons vu un gros semi-remorque garé devant le bâtiment, ce qui n'était pas inhabituel, surtout en cas de réapprovisionnement. Alors que nous passions devant le véhicule, un homme d'âge moyen est sorti de la station-service et nous a demandé comment nous allions. Nous étions des enfants polis, alors nous sommes restés et avons discuté avec lui pendant quelques minutes. « Est-ce que vous aimez les chevaux, les filles ?» Nous avons toutes les deux répondu « Oui !» Il y a quelques pur sang dans la remorque si vous voulez les voir rapidement. Julie, très excitée, a accepté instantanément et a commencé à se diriger vers l'autre côté du camion. J'hésitais, sentant que quelque chose n'allait pas dans cette situation. Et ce, pour 2 raisons. Premièrement,
Il n'y avait pas de pompe à gasoil dans cette station-service, et cet homme n'avait pas l'air de déposer des provisions dans le magasin. Il y avait une autre station-service avec des pompes à diesel à moins d'1 kilomètre sur la route. La semi-remorque n'était pas le bon type de véhicule pour qu'il y ait des chevaux dedans. Les semi-remorques pour chevaux ont de grandes fenêtres pour que ces derniers puissent respirer, etc. Si vous aviez mis un cheval dans la remorque qu'il transportait, il aurait suffoqué. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Il n'y avait aucune chance qu'il ait des chevaux dans son véhicule. Il s'est rapproché de nous, et j'ai commencé à paniquer avant de lâcher. « Mon père va arriver d'une minute à l'autre. Nous sommes un petit peu pressés. » Julie a protesté en sachant que c'était un mensonge. J'ai dû couvrir mes propos en disant qu'il m'avait envoyé un texto pendant que nous marchions. « Oh, les filles, vous êtes sûres que vous ne voulez pas les voir ? Ça ne prendrait qu'une seconde !» dit-il alors qu'il se rapprochait de nous. Je me suis excusée auprès de lui, j'ai attrapé Julie par le bras et je l'ai entraînée dans la station-service. Je ne me suis pas arrêtée là et je l'ai traînée jusqu'aux toilettes des femmes, pendant qu'elle se plaignait de ne pas avoir vu les chevaux. J'ai dû lui expliquer pourquoi j'avais menti, et lorsqu'elle a compris, elle est devenue muette. Au bout de 5 minutes, je lui ai demandé d'attendre là et j'allais voir si l'homme était parti. Alors que je jetais un coup d'œil par la fenêtre sur le parking, j'ai vu qu'il n'y avait rien à signaler. Nous avons donc acheté ce que nous étions venus chercher et sommes partis avec un sac dans chacun de nos bras. Il faisait sombre dehors à ce moment-là. Et afin d'éviter des interactions avec des personnes étranges aux propositions dangereuses, nous avons traversé un champ plutôt que de marcher le long de la route principale. Nous avons toutes les deux pensé que ce serait le meilleur chemin à suivre à partir de maintenant. Nous n'avons jamais parlé de cette rencontre à nos parents, car nous ne voulions pas qu'ils nous disent que nous ne pouvions plus nous déplacer seuls par nous-mêmes. Je sais que cela semble être une raison stupide, mais je me suis dit que si j'avais pu détecter un enlèvement potentiel, je pourrais en faire de même si cela venait à se reproduire. J'étais une enfant étrange, et j'aimais beaucoup les livres, les films et les émissions sur les enlèvements. Je pensais d'ailleurs me sentir capable de gérer ce genre de situation si elle se présentait à moi. Maintenant que je suis plus âgée, je sais que cet état d'esprit était incroyablement stupide, car je suis maintenant consciente du risque que je prenais. Je suis chanceuse que ce soit la seule fois où je me suis sentie en danger à cet endroit. J'avais 23 ans lorsque cela s'est produit. Je vivais dans la ville de l'amour fraternel, Philadelphie. La fille avec qui je sortais vivait à 35 ou 40 minutes à l'extérieur de la ville, près de Westchester. Après être restée un certain temps, je suis partie de chez elle vers minuit et demi. Je n'aurais vraiment pas dû rester dehors si tard, car je devais aller travailler tôt ce matin-là. Dès que j'ai quitté son quartier, j'ai remarqué que mon voyant d'essence était allumé. Sur mon GPS, j'ai cherché après la station-service la plus proche et j'ai roulé 5 minutes jusqu'à celle-ci. Je connaissais bien ce quartier où la criminalité était très faible, contrairement à beaucoup d'autres endroits en dehors de Philadelphie. Donc s'arrêter ici, tard dans la nuit, n'était pas quelque chose qui m'inquiétait. Il y avait 2 autres voitures garées quand je me suis arrêtée. J'ai fait le plein et je me suis rendu compte que 2 de mes pneus manquaient d'air. J'ai donc conduit jusqu'au coin du parking où il y avait des pompes à air. J'ai commencé à travailler sur mon premier pneu. J'ai levé les yeux et j'ai vu une vieille camionnette entrer dans le parking. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, jusqu'à ce que le véhicule s'arrête juste à côté de ma voiture et commence à reculer dans la zone où se trouvait une autre pompe à air. Ça aurait été un jour différent, j'aurais supposé qu'il s'agissait d'une autre personne qui essayait de gonfler ses pneus, mais quelque chose m'a donné un mauvais pressentiment. Le chauffeur est sorti du camion. Il m'a regardé. Il avait la 50aine ou la 60aine, des cheveux en bataille et des lunettes. Il ressemblait au stéréotype du malade mental. Il est resté debout près de la porte du côté conducteur et m'a regardé fixement. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. « Votre pompe est-elle en panne, monsieur ?» j'ai demandé en essayant de rompre la tension. L'homme ne m'a pas répondu, il a juste continué à me fixer froidement. Il s'est finalement éloigné de la porte et a fouillé l'arrière de son camion sans jamais me quitter des yeux. Il a alors sorti une corde et a commencé à sprinter vers moi. J'ai immédiatement jeté la buse d'air et j'ai sauté dans ma voiture qui était déjà en marche. Je m'empressais d'appuyer sur la pédale d'accélération lorsque soudain, une main a frappé directement sur la vitre du côté conducteur, traînant sur le côté alors que je sortais de là en trombe, laissant une trace au sol. Alors que je rentrais chez moi, mon cœur battait la chamade pendant les 10 premières minutes. Il ne m'était jamais arrivé une chose pareille. 2 semaines plus tard, une fille avec qui j'étais amie sur Instagram a publié un article sur les multiples enlèvements dans la région de Westchester. J'ai immédiatement pensé à cet homme dans le camion. Je suis reconnaissante d'avoir pu m'échapper. J'ai failli devenir une statistique. Cela s'est passé un soir, tard dans la nuit, alors que je rentrais chez moi après le travail, sur une autoroute sombre et solitaire. C'est le genre de nuit qui vous fait souhaiter être à la maison pour vous détendre au lieu d'être sur la route. Il n'y avait pas d'autre voiture en vue et, par hasard, je roulais sur un territoire obscur, ce qui signifie que je n'avais pas de réception pour mon téléphone. Je conduisais depuis un certain temps et je commençais à laisser mon esprit divaguer un peu. Cela ne veut pas dire que je m'endormais au volant, j'étais en quelque sorte en pilote automatique. Au détour d'un virage, j'ai vu un semi-remorque garé sur le bas-côté de la route, juste devant moi. Rien de bien extraordinaire. Les camionneurs se garent parfois sur le côté pour dormir un peu pendant leur long trajet à travers le pays. Mais il y avait quelque chose à propos de ce camion qui me troublait. J'avais le sentiment que la personne derrière le volant ne se reposait pas.
Elle attendait. J'ai ralenti en m'approchant du camion et j'ai essayé de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la cabine. Mais les vitres étaient teintées, il faisait très sombre. C'était comme regarder dans un sombre néant. J'ai également remarqué que le camion et la remorque étaient complètement noirs. Après avoir dépassé le camion, j'ai accéléré et je suis revenue à ma vitesse initiale. Je n'ai pas voulu rouler trop vite, au cas où un policier se cacherait quelque part et étiqueterait les voitures qui passent. Alors que je poursuivais ma route, je n'avais de cesse de penser à cet étrange camion que j'avais vu plus tôt. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais en danger. Peut-être n'était-ce que mon imagination débordante. Bon sang, reprends-toi! Ce n'était qu'un camion qui comptait les moutons sur le bord de la route. Le dire à haute voix ne rendait mes propos pas plus convaincants. Il y a quelque chose d'anormal avec ce camion. Alors que je m'apprêtais à prendre un autre virage, j'ai entendu le son inimitable d'un moteur qui tournait derrière moi. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu une paire de phares arriver rapidement. J'ai paniqué et j'ai appuyé sur l'accélérateur, mais ma voiture était loin d'être assez rapide pour distancer le camion. Les phares étaient maintenant directement derrière moi et m'aveuglaient pratiquement. Mon cœur battait la chamade. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal avec ce camion. Maintenant, je devais faire tout ce que je pouvais pour m'en éloigner. Mais la route était étroite et il n'y avait pas de rue secondaire ou de sortie en vue. J'étais prise au piège avec cet énorme véhicule à 18 roues juste derrière moi. Soudainement, un policier caché ne semblait plus si terrible. Alors que nous continuions sur la route, le camion a fini par ralentir et est resté à bonne distance derrière moi, sans tenter de me dépasser. Le camion s'est alors mis à éteindre et à rallumer ses phares. Oh non! J'ai immédiatement accéléré. En regardant dans mon rétroviseur, je pouvais distinguer la vague silhouette du camion qui s'éloignait de plus en plus au fur et à mesure que je fonçais sur l'autoroute, ceci jusqu'à ce qu'il disparaisse de mon champ de vision. Lorsque je suis enfin arrivée sans encombre à la maison, j'ai garé ma voiture dans l'allée et je suis entrée à l'intérieur en m'assurant que toutes mes portes et mes fenêtres étaient verrouillées. J'étais épuisée. Rien n'est plus éprouvant que d'avoir peur pour sa vie sur une autoroute sombre. Je voulais juste dormir un peu et mettre toute cette histoire derrière moi. 1 heure plus tard, j'ai été réveillée par le bruit inimitable d'un moteur qui tourne au ralenti, venant de l'extérieur. À moitié endormie, je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre. J'étais tout à coup totalement réveillée lorsque j'ai vu ce qui se trouvait dehors. Un camion semi-remorque noir garé sur la route à l'extérieur de ma maison. Non seulement j'étais terrifiée par ma précédente rencontre, mais ce qui était tout aussi choquant, c'est que cet énorme camion se trouvait dans un quartier résidentiel. Je n'ai aucune idée de la façon dont ce conducteur a manœuvré dans les rues étroites. C'est la première fois que j'ai pu voir le camion de près. Il ne portait aucune marque commerciale. Il n'y avait donc aucune chance que j'appelle un numéro pour faire savoir à l'entreprise qu'un de ses chauffeurs est un psychopathe qui a la rage au volant. Je n'ai jamais pu voir les plaques d'immatriculation du chauffeur, mais j'imagine qu'on pouvait y lire « tabassage ». Je n'ai pas pu supporter mentalement de voir le camion devant ma maison. Je me souviens juste avoir dit « non » et être retournée dans mon lit. Je n'avais pas l'énergie nécessaire pour faire face à ce bordel. Je me suis juste souvenue avoir entendu le camion s'éloigner alors que je m'endormais. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si le chauffeur a découvert où j'habitais ou si c'était juste un cauchemar très vivant. Le lendemain matin, j'ai envisagé d'appeler la police pour signaler cette étrange rencontre. Mais honnêtement, qu'allait-il faire? Ma voiture n'avait subi aucun dommage et il n'y avait aucune preuve de ce qui s'était passé sur l'autoroute. Au cours des semaines suivantes, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment d'être suivie. Je suis devenue gravement paranoïaque, regardant constamment par-dessus mon épaule et paniquant à chaque fois que je voyais un camion de couleur sombre. Un jour, je revenais de l'épicerie et j'ai vu un semi-remorque noir garé sur le bord de la route. Après avoir failli faire une crise de panique, j'ai été rassurée lorsque j'ai vu les marques commerciales sur le côté de sa remorque. J'ai réalisé que ce n'était qu'un simple autre semi-remorque de couleur noire. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là était terrifiant, mais la peur qu'elle m'inspirait prenait le dessus sur ma capacité à être rationnelle. Après un certain temps, je ne pouvais pas lui permettre de me contrôler, et j'ai finalement dû passer à autre chose. Cela fait des années, mais je pense encore de temps en temps à ce semi-remorque noir. En fin de compte, cette expérience m'a appris à me fier à mon instinct, et à être extrêmement prudent lorsque je conduis seul sur des routes isolées. Je me demande encore qui était au volant de ce camion et quelles étaient ses intentions. À l'étranger, beaucoup de gens vous mettent en garde contre les dangers qui peuvent survenir sur le campus. Mais ce dont personne ne vous avertit, c'est du retour à la maison. Pendant que je suis certain que la plupart des personnes s'amusent et ont peut-être même des souvenirs mémorables en rentrant de l'école avec leur famille, le mien n'a été mémorable uniquement parce que j'ai réussi à rentrer à la maison vivant. C'était au début du mois de décembre, le semestre d'automne venait de s'achever, et au lieu de penser à mes examens, j'avais prévu avec quelques amis, qui étaient de retour à la maison, d'aller voir un film qui sortait à minuit. J'avais prévu de rentrer chez moi dès que j'aurais fini mon travail scolaire, ce qui signifiait que je quittais le campus vers 4h de l'après-midi. J'arriverais juste à temps au centre commercial pour le film. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis partie juste après mon dernier examen et je n'aurais pas pu être plus excitée à l'idée de voir mes amis. J'avais environ 6h30 de route à faire. Je me suis donc mise à l'aise et j'ai commencé à rentrer chez moi aussi vite que possible, mais aussi tout en sécurité. Cela dit, même si j'étais pressée, on m'a appris à être serviable. On m'a toujours appris, en grandissant, que si l'on voyait quelqu'un sur le bord de la route, il fallait s'arrêter et lui demander s'il avait besoin d'aide. Parfois, les gens n'ont besoin de rien et vous continuez à conduire.
Mais vous ne savez jamais quand quelqu'un peut avoir besoin de vous. Vers 21h30, alors que je roulais sur cette route peu éclairée, j'ai soudainement vu une voiture garée sur le côté de la route. Je n'ai même pas hésité. Je me suis arrêtée et je suis sortie de ma voiture pour demander s'ils avaient besoin d'aide. Immédiatement, j'ai constaté que la voiture sur le bas-côté était conduite par un homme âgé. Il m'a alors dit que son pneu sur le côté passager était à plat, et il m'a demandé si je pouvais l'aider à mettre la roue de secours pour lui. Je lui ai répondu « Bien sûr !» et lui ai demandé d'ouvrir le coffre pour que je puisse sortir le pneu, ce qu'il a fait. Mais, alors que je me penchais dans le coffre pour soulever le tapis qui recouvre la roue de secours, j'ai senti l'homme appuyer quelque chose contre mon cou. Tout mon corps s'est arrêté alors que je pouvais sentir les chocs du taser qu'il venait de presser contre moi. Mon corps est tombé vers l'avant, et l'homme a été en mesure de facilement me pousser et me forcer à entrer dans le coffre de sa voiture avant de le refermer, en claquant la porte. J'ai récupéré du taser avant que la voiture ne redémarre. Mais pendant que je cherchais après la poignée d'urgence qui se trouve dans la plupart des coffres, je ne l'ai pas trouvée. Je sentais les pneus bouger alors que nous commencions à descendre la rue isolée, lorsque j'ai réalisé que le vieil homme avait oublié de prendre mon téléphone avant de m'enfermer. Il devait être tellement pressé et ne voulait pas risquer d'être maîtrisé que cela ne lui a même pas traversé l'esprit. J'ai tourné en rond dans le coffre jusqu'à ce que je puisse mettre la main dans ma poche et sortir mon téléphone. Après avoir appelé la police et leur avoir dit sur quelle route je me trouvais, ce n'était qu'une question de minutes avant qu'ils me retrouvent. J'ai entendu le bruit des sirènes de la police derrière nous, alors qu'ils arrêtaient l'homme âgé sur le bas-côté. Une fois la voiture arrêtée, j'ai commencé à frapper sur le coffre pour faire savoir aux officiers où j'étais. Une fois que l'homme était en garde à vue et que j'étais sortie du coffre, j'ai demandé à l'officier s'il savait pourquoi l'homme avait essayé de m'enlever. Mais il ne savait pas pourquoi. Ce n'est que lors du procès que nous avons appris que cet homme, que je croyais vieux et fragile, avait en fait avoué avoir enlevé plusieurs personnes entre les années 90 et la fin des années 2000. J'ai juste eu de la chance. Il y a environ 4 ans, lorsque j'étais à l'université, je suis allée dans une faculté située à environ 2 heures de l'université de ma petite amie. Je me rendais parfois en voiture sur son campus le vendredi après-midi et nous sortions ensemble pendant le week-end. En général, je partais pour rentrer le dimanche soir. J'essayais de partir au plus tard vers 22h pour rentrer à mon dortoir sur le campus avant minuit. J'avais cours à 9h le lundi après tout. Mais il m'arrivait souvent de rester plus tard que je ne devais le faire. Une fois, je suis restée jusqu'à peu près minuit et j'ai commencé à conduire jusqu'à mon campus. Malheureusement, peu de temps après avoir commencé à conduire, peut-être environ 20 minutes, j'ai commencé à me sentir vraiment fatiguée. J'ai continué à rouler en espérant que je me sentirais plus réveillée, mais je devenais de plus en plus fatiguée et au fur et à mesure que j'avançais, je commençais à avoir du mal à garder les yeux ouverts. Et il était évident que la situation devenait très dangereuse. J'ai décidé qu'il fallait que je m'arrête et que je fasse quelque chose pour m'aider à me réveiller, peut-être une boisson énergisante ou autre. Je gardais les yeux ouverts sur les côtés de la route pour voir si je passais par des stations d'essence ou des aires de repos. Je savais que je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin sans m'endormir. J'ai pris la prochaine sortie et j'ai espéré que je tomberais sur quelque chose. La sortie m'a conduit sur une route tranquille et, pas très loin, une station-service est apparue. Je me suis garée sur le parking mais il s'est avéré que la partie magasin de la station-service était fermée. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur et il n'y avait pas de voiture sur le parking. Je suis même sortie et j'ai essayé la porte mais elle était verrouillée. Je suis retournée à ma voiture et je suis entrée à l'intérieur. J'étais encore extrêmement fatiguée. Et je me suis assise et j'ai fermé les yeux. Je n'avais pas les idées très claires à cause de la fatigue et j'ai pensé que je pourrais peut-être faire une petite sieste de 15 minutes ou quelque chose comme ça. Tout ce que je sais, c'est lorsque j'ai fermé les yeux, je me suis sentie si bien. J'ai commencé à m'endormir et j'étais dans les bras de Morphée en l'espace de 15 secondes. La prochaine chose dont je me souviens a été de m'être réveillée à la vue d'une voiture garée à côté de moi. J'étais chancelant et j'ai failli me rendormir au début, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. Comme si je devais m'éloigner de là et que j'étais en danger. J'ai regardé la voiture garée à côté de moi. C'était une berline argentée qui me paraissait avoir une vingtaine d'années. Puis la porte du conducteur s'est ouverte. J'ai trouvé cela suspect parce que la personne s'était garée juste à côté de moi, parmi toutes les autres places du parking. Je pouvais à peine voir la personne alors qu'elle contournait la voiture et se dirigeait vers la mienne. Lorsqu'elle a fait le tour, j'ai enfin pu la voir. C'était un homme qui portait un sweatshirt blanc avec une capuche relevée. Il avait une sorte de masque qui couvrait tout son visage, une sorte de masque de déguisement, mais je n'ai pas reconnu le personnage. Lorsqu'il s'est approché de la vitre conducteur de ma voiture, je n'avais pas envie de rester là. J'ai démarré ma voiture. L'homme a essayé d'ouvrir ma portière qui était verrouillée. J'ai enclenché la marche arrière, puis j'ai reculé et je me suis éloignée de lui. Je l'ai vu se mettre à courir vers sa voiture alors que je sortais à toute vitesse du parking. J'étais soudain très réveillée et je n'avais pas du tout envie de dormir. J'ai accéléré, puis je me suis engagée sur l'autoroute. Je ne conduisais pas de manière imprudente ou quoi que ce soit d'autre, mais j'appuyais définitivement sur la pédale d'accélération. Une fois sur l'autoroute, j'ai vu qu'une voiture s'engageait derrière moi. C'était la voiture argentée. Je n'avais pas l'intention d'essayer de les dépasser et j'ai roulé à un rythme normal.
Le type a accéléré jusqu'à ce qu'il soit juste derrière moi. Il s'est approché à environ 1,50 m de l'arrière de ma voiture et il est resté à ce rythme pendant une bonne minute. Il n'y avait pas d'autres voitures sur l'autoroute. Cette région n'était vraiment pas très peuplée. En réalité, la majeure partie du trajet entre le collège de ma petite amie et le mien n'était que des fermes et des forêts. Je ne pense pas avoir vu une autre voiture pendant tout le temps que j'ai passé sur l'autoroute. J'ai accéléré un peu, et dès que je l'ai fait, le gars derrière moi a fait de même. J'ai fait des allers-retours entre les voies à un moment, et il a fait de même. Il a accéléré et a heurté l'arrière de ma voiture. Je n'en revenais pas. Puis il a percuté de nouveau, mais cette fois plus fort. Je pense que ce type devait être totalement fou ou quelque chose comme ça. Il a reculé, puis a avancé et m'a percuté une 3e fois. Cette fois-ci, c'était si fort que j'ai presque perdu le contrôle de ma voiture et que je suis partie en tête à queue. J'ai accéléré parce que j'étais désespérée, mais j'ai remarqué qu'il y avait un camion semi-remorque devant moi. Le gars derrière moi a alors changé de voie et a accéléré en me dépassant et en dépassant le camion semi-remorque. Il est probablement allé à plus de 100 km/h. Lorsqu'il a dépassé le camion, j'ai ralenti à nouveau. Une fois que j'ai atteint le semi-remorque, le camion m'a klaxonné, probablement en voyant les dégâts sur l'arrière de ma voiture. J'ai ralenti davantage et j'ai appelé la police pour leur expliquer la situation. Je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas pensé à appeler la police plus tôt, mais c'est probablement mieux ainsi. J'aurais autrement pu avoir un accident ou autre en essayant de gérer le téléphone et de conduire en même temps. Un officier est venu et m'a arrêté sur le bas-côté où j'étais en capacité de lui raconter ma version des faits. Il m'a fait prendre la prochaine sortie et rester avec moi pendant que j'appelais mon service de dépannage. Je suis restée debout toute la nuit à attendre que ma voiture soit remorquée et tout le reste. Je ne sais pas ce qui est arrivé au conducteur de l'autre voiture, qui qu'il soit. Je recommanderais à tout le monde de ne pas conduire tard dans la nuit à moins d'y être obligé, et surtout de ne jamais conduire si vous êtes fatigué. Comme mes parents s'étaient séparés avant ma naissance, j'ai passé mon enfance à grandir au sein de leurs 2 maisons. Chaque été, jusqu'à mes 19 ans, je suis restée avec mon père dans le Missouri rural. Il avait lui-même grandi dans la région et la plupart de sa famille y vivait encore. Sans avoir grand-chose à faire, hormis aller au cinéma et d'autres activités similaires, je passais mes journées à traîner avec mon cousin plus âgé et à faire des bêtises. Beaucoup de nos longues journées d'été se résumaient à se promener et errer dans les bois environnants. Lors d'un de ces voyages, nous sommes tombés sur un grand lac qui s'étendait tranquillement tout seul au milieu de nulle part. L'eau était limpide et remplie de tonnes de poissons énormes. Nous avons demandé aux adultes s'ils étaient au courant de son existence, mais aucun n'en avait entendu parler. C'était probablement la raison pour laquelle il y avait tant de gros poissons. Personne vivant dans la région ne les avait pêchés, et ceux qui les avaient pêchés par le passé ont laissé perdre son emplacement. Nous sommes venus pêcher dans l'étang 3 ou 4 fois, et nous repartons à chaque fois avec un filet plein de gros poissons. Lors de la 5e occasion, nous espérions accumuler suffisamment de poissons pour organiser une grande friture en famille. Les vacances d'été commençaient à se conclure, et nous nous sommes dit qu'une friture de poissons serait une bonne façon de les terminer. C'était un chaud samedi matin lorsque nous avons pris la route. Nous avons commencé à marcher environ 1 heure avant le lever du soleil, parce que le trajet à pied prenait plus d'1 heure et que les poissons ne mordaient plus au moment le plus chaud de la journée. Nous espérions aussi rentrer chez mon père en début d'après-midi. La vue magnifique de l'étang est apparue vers l'aube. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous ayons nos premières prises, et pendant les 3 heures suivantes, les poissons sont venus rapidement les uns après les autres. Notre limite a été atteinte à 10h45 et j'étais impatient de reprendre la route. Nous avions 90 minutes de marche pour revenir avec 2 seaux de 5 gallons de poissons, remplis à ras-bord, et j'imaginais qu'on pouvait en ajouter 30 autres. Pour mon plus grand regret, mon cousin pensait qu'il serait rafraîchissant de faire un plongeon dans le lac avant de partir. Il a tenté de me pousser à le rejoindre, mais je ne savais pas nager à l'époque. Je voulais juste rentrer, mais il était plus âgé que moi et c'est lui qui commandait. Je suis restée cantonnée à un rocher et j'ai attendu qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Il y avait une vieille corde attachée à un arbre, probablement d'il y a une centaine d'années, et il voulait s'y balancer. Cela me semblait dangereux, mais mes inquiétudes ont été totalement ignorées alors qu'il se déshabillait jusqu'à son caleçon, posant ses vêtements sur le sol, à côté de moi, grimpant un peu plus haut dans l'arbre et attrapant la corde. Il s'élança vers l'avant et se balança sur une très courte distance avant que la corde ne se rompe, juste au-dessus de lui. Il était allé assez loin pour toucher l'eau profonde, mais probablement pas aussi loin qu'il l'avait prévu. Quand il a touché l'eau, son corps a fait un bruit sourd. Ce n'était pas normal, et ça a dû être douloureux. J'avais l'intention de me moquer de lui et de lui dire « Je te l'avais dit !» Mais, au fil des secondes, il n'a jamais refait surface. La situation devenait rapidement effrayante. J'ai regardé autour de moi pour voir s'il était remonté quelque part plus loin, peut-être en train de flotter inconscient à cause du contact dur avec l'eau, mais toujours rien. Je me suis mis à paniquer et je me suis avancée aussi loin que j'ai osé, attendant et cherchant dans l'eau après lui. Malheureusement, l'eau se troublait à chacun de mes pas et il m'était impossible de le voir. Pour moi, tout ceci est devenu très vite une évidence. Il s'était noyé. Comment ? Je n'en avais aucune idée. Peut-être que si j'avais pu me balancer en arrière à ce moment-là, j'aurais pu l'aider. Mais il était trop tard.
Je ne pouvais rien faire d'autre que de plier bagages et de rentrer à la maison. Sur la route du retour, une petite lueur d'espoir persistait au fond de mon esprit, pensant qu'il m'avait fait une blague et qu'il réapparaîtrait à un moment ou à un autre. Cela ne s'est cependant pas produit, et la crainte que j'avais d'en parler à ma famille grandissait à chaque pas. J'ai essayé à plusieurs reprises de trouver les mots, mais à chaque tentative, je m'effondrais et je m'étouffais avec mes larmes. J'ai, par automatisme, seulement pu dire « Marc s'est noyé ». Après cela, ils ont compris. Et une fois que j'ai été capable de me ressaisir, j'ai raccompagné mon père et mon oncle jusqu'à l'étang. Le corps de Marc était toujours introuvable, et comme nous n'avions pas d'autre choix, nous sommes allés au bureau du shérif pour signaler l'incident. Quand j'ai réalisé où nous allions, j'ai commencé à paniquer. Dans mon jeune esprit, je pensais que j'allais avoir des ennuis ou qu'on allait m'accuser de la mort de mon cousin. Cela a pris quelques minutes, mais ils ont réussi à me convaincre que je n'aurais pas d'ennuis. Même après leurs propos, je culpabilisais à chaque fois que je regardais mon oncle. Peu importe ce qu'il disait, je ne pouvais pas croire qu'il ne m'en voulait pas, même si ce n'était qu'un peu. J'ai expliqué ce qui s'était passé au shérif, et les recherches ont commencé le lendemain matin. Comme par hasard, c'était le jour où je devais retourner chez ma mère. Le lundi soir, ma mère m'a fait m'asseoir pour me dire qu'une équipe de plongeurs avait retrouvé le corps de Marc plus tôt dans la journée. Quand ils l'ont découvert, l'un de ses pieds était accroché à un tronc d'arbre englouti. Ils ont donc supposé que c'était la raison pour laquelle il n'avait jamais refait surface. J'aimerais pouvoir dire que cela m'a fait du bien d'entendre ça, mais ce n'était pas le cas. Cela m'a cependant poussé à apprendre à nager. La culpabilité de ne pas avoir pu aider mon cousin m'a poursuivi pendant la plus grande partie de ma vie, et je ne voulais plus jamais être dans la position de ne pas pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc, d'une certaine manière, sa mort a eu un impact positif sur ma vie. Cependant, si j'avais le choix, je préférais qu'il soit avec nous. Bien que ce que je vais vous raconter puisse ressembler à un film d'horreur ordinaire, je le jure sur la véracité de mes propos et de ce que j'ai vu, que tout est vrai. Tout a commencé l'année dernière, un jour très chaud de juillet. Ma voiture a presque 20 ans et surchauffe parfois lors de chaudes journées comme celle-ci. Cependant, jusqu'à ce que je trouve un emploi mieux rémunéré, c'est la voiture avec laquelle je suis coincée. Ce jour-là, je roulais sur les routes secondaires à la recherche d'une famille d'éleveurs de chiens dont un ami m'avait parlé. Je cherchais après l'endroit depuis plusieurs heures et j'approchais de la partie la plus chaude de la journée. Comme d'habitude, ma voiture a commencé à surchauffer et j'étais contraint de me garer sur le bas-côté. J'ai pris mon téléphone pour appeler ma petite amie et j'ai constaté que ma batterie était à plat. Après avoir passé quelques minutes à maudire ma chance, j'ai reconnu que j'allais devoir trouver quelqu'un avec un téléphone en état de marche, qui n'allait pas se produire à moins que je me mette à marcher. J'ai rapidement repéré une vieille ferme au loin et je me suis dirigée vers elle. Le trajet qui aurait pris une demi-heure dans une journée normale a pris presque 1 heure à cause de la chaleur oppressante. J'ai dû faire plusieurs pauses au cours du voyage, mais j'ai fini par y arriver. La zone autour de la maison ressemblait plus à un dépotoir. Des pièces de vieilles voitures étaient éparpillées et je devais me faufiler dans un labyrinthe de débris pour atteindre la porte d'entrée. J'ai toqué à la porte pendant plusieurs minutes, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Pensant que le propriétaire était peut-être malentendant, j'ai fait le tour et j'ai regardé par les fenêtres en espérant voir quelqu'un à l'intérieur de la maison. J'ai repéré le téléphone sur le côté de la maison, accroché au mur, juste à l'intérieur de la cuisine. Donc je savais qu'il y avait un téléphone, je suis devenue surexcitée et j'ai commencé à appeler après quelqu'un. Même après avoir fait le tour de la maison, aucune réponse ne m'est parvenue. J'étais sur le point d'abandonner jusqu'à ce que j'aperçoive une femme allongée sur un lit. J'ai failli frapper à la fenêtre pour essayer d'attirer son attention, mais je me suis dit que cela pourrait l'effrayer. Je me suis donc dirigée vers la porte d'entrée et j'ai ouvert la porte. Dans un sens, cela est tout aussi effrayant. Mais avant d'entrer, j'ai pris un morceau de papier dans un carnet que j'avais sur moi. Et j'ai écrit une note expliquant ce que je faisais là. De plus, même avec cela, j'ai appelé plusieurs fois en m'approchant de la chambre. Toujours aucune réponse ne vint, alors que je continuais de me diriger vers la chambre. Plus je me rapprochais de la femme, plus son apparence commençait à me troubler. Elle était couchée sur le dos et regardait le plafond d'un air vide. J'ai d'abord cru qu'elle regardait la télévision allumée dans la pièce où elle se trouvait, mais ses yeux sont restés immobiles. Je me suis approchée et, une fois à quelques pas, je lui ai tendu la note. Lorsque la note a touché sa main, elle n'a pas réagi. Ceci m'a forcé à me rapprocher d'elle, et c'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Son visage avait un aspect très sec, presque momifié. Ses cheveux étaient d'un noir éclatant, une couleur que l'on ne voit pas souvent sur les femmes âgées. Elle devait savoir que j'étais là à ce moment-là, mais ses yeux sont restés figés. C'est ce détail qui m'a poussé à me pencher encore plus près d'elle et à la regarder droit dans les yeux. Au lieu d'être légèrement injectés de sang ou humides comme ceux de la plupart des gens, ils avaient une apparence brillante et vitreuse, comme s'ils étaient faux. Malgré cela, ce n'est que lorsque je l'ai touchée que j'ai su avec certitude qu'elle était morte.
J'ai réalisé qu'il s'agissait peut-être d'un mannequin plutôt que d'un être humain, alors j'ai touché sa main nue. La texture de sa peau était sèche, mais froide, comme la pierre au toucher. L'étrangeté de cette situation commençait à peine à se faire ressentir lorsqu'un craquement sourd s'est fait entendre derrière moi. Sans réfléchir davantage, je me suis précipitée en dehors de la maison et j'ai couru vers la route en direction de ma voiture. À moins d'1 mètre de là, je suis tombée sur un homme plus âgé dans un camion. Et, heureusement, il a accepté de me ramener en ville. Je ne lui ai rien dit de mon expérience. Et, chaque fois qu'il a essayé de me faire la conversation, j'en ai dit le moins possible, au cas où il aurait été impliqué dans ce qui est arrivé à cette femme. Il m'a laissé emprunter son téléphone pour appeler ma petite amie et elle a accepté de nous rencontrer dans la station-service à la périphérie de la ville. Quand il m'a laissé sortir, je l'ai remercié et il a continué son chemin. Lorsque j'étais enfin en sécurité dans la voiture de ma petite amie, j'ai emprunté son téléphone pour appeler la police. Je ne lui en avais même pas encore parlé à ce moment-là. Alors l'expression du choc sur son visage lorsque j'ai décrit ce que j'avais vu m'a fait comprendre quelle était probablement mon expression au moment où je l'ai découvert. Le policier a dit qu'il enverrait une voiture à la maison pour vérifier mes dires. J'ai ensuite appelé un dépanneur pour récupérer ma voiture. La police ne m'a jamais rappelé. Alors, après 3 jours d'attente, j'ai appelé pour m'enquérir de ce qu'ils avaient trouvé. Cela a pris quelques minutes pour tomber sur une personne au courant de mon appel et de ma déposition. Mais une fois que j'en ai trouvé une, l'officier m'a dit que lui et son partenaire avaient fouillé toute la propriété et qu'ils n'avaient rien trouvé d'extraordinaire, et surtout pas une femme momifiée. Je les remercie et raccroche. Que s'est-il passé après ma fuite? Je ne peux que deviner que le bruit derrière moi était probablement le propriétaire de la maison. Il avait caché le corps de la femme en sachant que la police allait probablement être appelée. En toute honnêteté, je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu dans cette maison sur ce lit. Cependant, je suis certain d'avoir vu un être humain allongé dessus. Mais c'est tout. Plus d'une fois, j'ai été tentée de reprendre une caméra et de retourner dans la maison pour avoir la preuve de ce que j'avançais. Mais la peur de l'inconnu et de ce qui pourrait m'attendre si je le faisais m'en a empêché. Toutefois, si les cauchemars de ces yeux sans âme continuent à me hanter, je n'aurai peut-être pas d'autre choix. Cela s'est passé il y a environ 5 ans. Je venais de rompre d'une relation codépendante très difficile. J'étais dans une phase où j'essayais d'être plus indépendant, plus autonome et en général plus à l'aise avec le fait d'être seule. J'allais au cinéma, au restaurant, etc. tout seul. À l'époque, je vivais dans le Montana, où passer du temps à l'extérieur est un loisir de premier ordre. Camping en solitaire me semble être un très bon exercice et me permettre d'être vraiment autonome. Alors, je suis partie, avec une tente, en direction de Jerry Johnson Hot Spring. Il s'agit d'un lieu où une source d'eau chaude naturelle s'y trouve, avec quelques petites piscines naturelles situées dans les montagnes à la frontière du Montana et de l'Idaho. Je vais essayer d'être le plus bref possible, je vais pas m'étendre sur la description de l'endroit. Ce que je dirais cependant, c'est que c'est vraiment au milieu de nulle part. Depuis l'autoroute, il faut environ 45 minutes de route dans les 2 sens avant d'atteindre une quelconque civilisation sous forme d'une station-service. On est en plein milieu de la forêt. Il n'y a pas de motel ou quoi que ce soit attaché aux sources d'eau chaude, comme c'est le cas pour certaines d'entre elles. C'est littéralement juste des étendues de forêt et de petits ponts d'eau chaude. Si vous y allez, vous serez probablement la seule personne présente. Il y a beaucoup de lumière, alors je me suis dit que j'allais d'abord faire trempette et ensuite installer mon camp quand j'aurais fini. Je faisais une petite randonnée pour découvrir qu'il y avait un couple, un homme et une femme, d'une 30aine d'années, dans la piscine principale. Ils avaient l'air surpris de me voir. Je leur ai dit un bonjour amical à distance tout en m'approchant d'eux. Au début, ils ne répondaient pas vraiment. Ils se contentèrent de me regarder fixement. Puis le gars me demande « Qu'est-ce que tu fais, mec ?» Je lui ai dit que j'étais vraiment confus et que je voyais pas de quoi il voulait parler. Et il m'a ensuite demandé « Êtes-vous celui qui se faufile dans les bois et nous observe depuis environ 1 heure ?» Je leur ai assuré que je ne savais pas de quoi ils parlaient non plus, et ils ont commencé à me dire qu'il y avait quelqu'un dans les bois, loin du sentier. Apparemment, ils lui criaient dessus, et il ne répondait pas. Il s'éloignait dans les bois pendant un moment, puis il réapparaissait ailleurs en les observant. Après qu'ils se soient assurés que ce n'était pas moi, je me suis déshabillée et je suis entrée dans l'eau. Les pupilles de leurs yeux étaient énormes. Je suppose qu'ils avaient mangé des champignons magiques. Je ne leur ai jamais posé la question, mais ça semblait assez évident. Ce n'est pas tout à fait un problème. Disons que c'est le cadre idéal pour que ce genre de choses arrive. Mais ça m'a fait penser qu'ils étaient peut-être juste en train de faire un mauvais trip. Nous avons parlé pendant un moment. D'abord de l'homme effrayant et d'autres choses, puis l'ambiance s'est détendue. Ils avaient l'air soulagés de ne pas être seuls. Je suis un homme relativement grand, et je suppose que l'union fait la force. Il n'y avait plus de signe de l'homme bizarre. Ils sont sortis de la piscine avant moi. Je me suis retrouvée dans la piscine tout seul pendant environ 10 minutes avant d'entendre des cris dans les bois. Je décide d'écourter ma baignade au cas où quelqu'un aurait des ennuis. Je suis donc sortie, je me suis séchée rapidement et je me suis habillée encore tout mouillée. Soudainement, j'entendais un autre cri. Je me mets à marcher rapidement lorsque je tombe sur le couple qui criait dans les bois et qui disait des choses comme « Hé mec, on a une arme !» Ce qui n'était pas le cas. Je leur demande ce qui se passe et ils me répondent que le type se tenait sur le chemin et les regardait au loin.
Quand ils ont commencé à lui crier dessus, il a quitté le sentier et s'est retiré dans les bois. Maintenant, il était hors de vue. Pendant tout ce temps, ils n'ont jamais pu le voir correctement. Nous sommes retournés à nos voitures et avons décidé de camper les uns près des autres. Il y avait un terrain de camping officiel, mais il fallait payer. L'homme me dit qu'il connaissait un autre endroit relativement plat, qui nous conviendrait probablement. J'étais d'accord avec sa proposition, et j'ai décidé de les suivre. Ce n'était pas très loin. Ils installèrent leur tente, et j'installais la mienne à environ 100 mètres de la leur. Je voulais leur laisser suffisamment d'espace pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Puis, j'étais là pour camper seul, après tout. Nous étions en saison sèche, sur le sol de la forêt brute. De ce fait, aucun de nous n'a fait de feu de camp. J'ai tout installé, et je me suis assis pour lire un livre, profitant pleinement de la nature. Les moustiques m'ont fait rentrer dans ma tente vers 18h, et à 21h, je dormais profondément. Dans les alentours de minuit, j'ai été réveillée par des cris. J'ai donc pris ma lampe de poche et mon pistolet 22. J'ai mis mes chaussures sans fermer lacets, puis j'ai commencé à courir vers l'autre tente. Lorsque je suis arrivée, le couple se tenait à l'extérieur de leur tente, tenant leur propre lampe de poche. Ils m'ont dit que le gars était là, et que nous devions tous sortir de là le plus vite possible. Ils m'ont montré une entaille dans la toile de leur tente qu'il avait faite avec un couteau. Ils ont ensuite emballé toutes leurs affaires à la hâte, et nous sommes retournés aux voitures. J'ai alors réalisé que je n'avais pas pris mes propres affaires. J'ai demandé s'ils voulaient bien retourner avec moi pour les chercher, et ils m'ont dit simplement « Désolé mec, tu dois te débrouiller tout seul ». Puis ils sont montés dans leur voiture et sont partis. J'ai réfléchi pendant 1 minute. Je pouvais revenir le lendemain pour récupérer mes affaires. Mais c'était à plus d'1 heure de route dans chaque direction, et j'étais présent sur les lieux maintenant. J'avais une arme, mais si je tirais sur quelqu'un dans les bois, même en cas de légitime défense, ce serait le début d'un autre cauchemar qui durerait probablement jusqu'à la fin de ma vie. J'ai pris ma décision, et j'ai décidé de retourner chercher mes affaires. J'ai éteint ma lampe de poche, et je me suis mis en mode ninja furtif, retournant dans les arbres, entourant la clairière où se trouvait ma tente. J'ai pensé que si j'étais vraiment silencieux, je pourrais probablement l'entendre, alors que lui non. Il m'a fallu environ 20 minutes pour arriver à ma tente, car je me déplaçais très lentement. Quand je suis arrivée à ma tente, elle était totalement intacte. J'ai rapidement jeté mon sac à dos, mis ma lampe de poche dans ma bouche et attrapé ma tente encore complètement assemblée avec mon sac de couchage à l'intérieur. Puis j'ai couru jusqu'à la voiture avec mon revolver 22 chargé en main. Je suis retournée à ma voiture. Je l'ai démarrée et je suis partie. Ce qui ne m'est apparu que plus tard, c'est que je n'ai jamais vu ce type et qu'à ce jour je ne peux pas l'identifier. Je ne peux pas être sûre qu'il y avait vraiment quelqu'un dans les bois. Je doute cependant véritablement que ces personnes aient découpé leur propre tente. Mais en même temps, je doute qu'il y ait un mec qui traînerait dans la nature jour et nuit juste pour faire flipper des campeurs. Il est très possible que les 2 campeurs se soient moqués de moi. Et si c'est le cas, ils méritent vraiment des Oscars pour leur performance, car ils semblaient réellement terrifiés. Je suppose que je ne le saurai jamais vraiment. Je me suis souvenu de quelque chose qui nous était arrivé à ma meilleure amie et moi, il y a quelques années. Et je me suis dit que j'allais le partager ici. Alors que nous étions en dernière année de lycée, nous sommes allés rendre visite à ma grand-mère à quelques heures de ma ville en Géorgie. La ville dans laquelle nous vivions était relativement petite pour l'État. Mais c'était l'une des plus grandes villes à quelques heures d'intervalle. Nous devions cependant voyager environ 2h30 à travers les villes un peu de Pecno de Tiny pour nous rendre chez ma grand-mère. Nous étions sur le chemin du retour quand nous avons dû nous arrêter à une station-service, littéralement au milieu de nulle part. Je parle de champs de maïs, de coton, de rues sans panneaux, ni lumière, pas même des panneaux d'arrêt et certainement pas de service téléphonique. Le magasin qui était attaché à la station-service avait peut-être des choses à grignoter à l'intérieur, mais semblait déserté de l'extérieur, et nous avons décidé de ne pas prendre la peine d'acheter quoi que ce soit d'autre que de l'essence. J'ai payé par carte pour la bonne et simple raison que je ne voulais pas laisser mon amie d'1m52 et de 45 kg toute seule dans la voiture alors que j'étais seule à l'intérieur. Une autre voiture s'est arrêtée de l'autre côté de l'unique pompe à essence alors que je commençais juste à faire le plein. À cause de tout ce que j'avais pu lire auparavant sur Let's Not Meet, j'avais déjà un sentiment très bizarre et j'ai décidé de rester vigilante et de me tenir à l'extérieur de la voiture avec la porte du côté conducteur grande ouverte. La raison pour laquelle j'ai fait cela était pour que mon ami puisse voir et entendre tout ce qui se passait. Un homme mince d'une 50aine d'années, relativement petit, est sorti de la voiture et semblait payer à la pompe tout en se tenant à côté de sa voiture pendant que je faisais le plein. Mais au bout de quelques secondes, il a contourné la pompe et s'est manœuvré autour de ma portière de voiture afin de se trouver à quelques centimètres de moi et me demander s'il pouvait faire mon plein d'essence à ma place. Par chance, le pistolet à essence était verrouillé. Il pompait donc sans que je n'aie à le tenir. Je me suis immédiatement placée entre l'ouverture de la portière et l'homme.
Je me suis préparée à fermer la porte avec moi à l'intérieur ou à la claquer derrière moi pour protéger mon ami si nécessaire. Je lui ai clairement dit que c'était bon et non merci. Il m'a regardé de haut en bas avec le coin de sa lèvre incliné vers le haut et a dit « Tu sais, les jolies filles comme toi ne devraient pas être ici toutes seules et tu ne devrais certainement pas avoir à faire ça toute seule. Laisse un homme t'aider, bébé. » Il a ensuite recouvert ma main de la sienne pour attraper la pompe à essence que je tenais. J'ai retiré ma main de sous la sienne et j'ai claqué la portière de ma voiture. Je me suis dit que la dernière chose que je voudrais était qu'il saute dans ma voiture et qu'il s'en aille avec mon ami sur le siège passager. Les signaux d'alarme étaient en train de s'allumer. Mon attitude typique, trop polie, est devenue sérieuse lorsque je me suis souvenue de quelque chose que j'avais lu et qu'il disait qu'il valait mieux être en sécurité et avoir l'air méchant plutôt que d'être poli et mal à l'aise. Alors j'ai répondu et j'ai dit « Monsieur, éloignez-vous de moi. Je peux pomper mon propre carburant et j'ai déjà dit « Non merci, laissez-nous tranquilles ». Il n'a pas bougé. Il a seulement levé le menton et a réussi à établir un contact visuel avec moi. Sa lèvre inclinée avait totalement disparu. Je l'ai fixée et j'ai pensé que j'avais pris assez d'essence pour nous permettre de sortir de l'endroit où nous nous trouvions. Alors j'ai établi un contact visuel, j'ai retiré la buse et je l'ai remise dans la pompe avant de monter dans ma voiture et de partir avant même qu'il n'ait bougé. Pendant que nous roulions, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu que sa voiture n'était même pas en train de faire le plein. Je suppose donc qu'il passait par là et qu'il a décidé d'aider une demoiselle en détresse, même si j'étais loin d'être une demoiselle en détresse. Mon amie a tremblé pendant tout le chemin du retour, me disant qu'elle aurait simplement laissé l'homme faire le plein d'essence à sa place. Je suis cependant vraiment contente de la confiance que j'ai acquise grâce à cette expérience. Cela m'a aidée à rester attentive et à réagir avec suffisamment d'assurance pour me sortir de cette situation insensée. À l'homme flippant et pseudo-serviable de la station-service au milieu de la ville fantôme de Géorgie. J'espère que nous nous rencontrerons plus jamais. Bon, voilà. J'aidais mon petit ami à déménager du Wisconsin au Colorado. Je conduisais hors du Wisconsin et j'avais pris une partie de ses affaires tandis qu'il transportait le reste dans sa propre voiture. Nous roulions donc séparément. Quelque part, au milieu du Nebraska, vers la fin de journée, nous avons découvert que sa voiture avait des problèmes et qu'elle devait être réparée avant que nous puissions faire le reste du voyage jusqu'au Colorado. Nous avons décidé de rester au motel pour la nuit et de trouver un endroit pour réparer la voiture dans la matinée. Nous avons emmené la voiture à l'atelier, et elle a pu être réparée avant la fin de journée. L'atelier a appelé mon petit ami pour lui dire qu'il pouvait venir chercher la voiture, alors je l'ai conduit là-bas. Lorsque nous sommes arrivés au magasin, j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone au motel. Je n'étais pas trop inquiète, car même si je ne connaissais pas très bien la région, je me suis dit que je pouvais suivre mon petit ami qui rentrerait au motel pour la nuit. J'ai vu mon petit ami quitter le magasin dans sa voiture, et d'autres voitures l'ont suivi peu après, si bien que j'ai perdu sa trace. J'ai décidé d'essayer de trouver le chemin du motel par moi-même avec l'aide de ma mémoire. C'était à peu près tout droit sur la route principale, jusqu'à ce que vous voyiez le panneau pour le motel sur le côté gauche. J'ai continué de rouler sur la route principale jusqu'à ce que je me rende compte que je n'avais même pas vu le panneau du motel. J'étais perdue, et j'ai commencé à paniquer, car je n'avais même pas de téléphone et je n'avais aucune idée de comment retourner au motel. J'ai commencé à remarquer un large SUV qui suivait ma voiture depuis environ 5 minutes. Il s'est finalement mis sur la voie à gauche de moi. Arrêté à un feu rouge, j'ai remarqué l'homme dans le SUV blanc qui me faisait signe de baisser la vitre. Confuse, et ne sachant pas vraiment comment réagir, je l'ai baissé. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» m'a-t-il dit. J'ai répondu « Rien du tout », ne sachant pas vraiment pourquoi il me posait cette question. « Pourquoi tu ne te garerais pas et viendrais me parler pour une seconde ?» Après avoir entendu cela, j'ai rapidement secoué la tête et remonté la vitre. La dernière chose que je voulais, c'était d'être bloquée dans cette ville avec un étranger bizarre qui me suivait. J'ai tourné au vert, et c'est là que j'ai vu la voiture de mon petit ami s'arrêter juste derrière la mienne. Je me suis alors garée sur le parking le plus proche et mon petit ami m'a suivi. Heureusement, le SUV n'était nulle part en vue. Il m'a dit qu'il essayait de me rattraper et de retrouver ma voiture une fois qu'il ne m'avait pas vue au motel. Cette nuit-là, j'ai laissé me conduire, afin que nous puissions retourner chercher ma voiture le lendemain matin. Dieu merci, mon petit ami m'avait trouvé au bon moment. Je ne sais pas vraiment ce qui se serait passé cette nuit-là s'il ne m'avait pas trouvé, et si l'homme dans le 4x4 ne m'avait pas suivi plus loin.